Salam alaikum, Azoul Fellaouen, Alhamdulillah, rakoum garpré. Écoutez, je suis vraiment content que les sujets économiques et financiers vous intéressent, donc Masha'Allah. Donc puisque ça vous intéresse, puisqu'il y a des débats, puisqu'il y a des contradicteurs, puisque je vois que cela intrigue, cela interroge, nous allons poursuivre dans la foulée. Donc j'avais commencé avec une vidéo sur la dette publique donc intérieure à l'Algérie qui aujourd'hui est de 118,9 milliards de dollars. J'ai poursuivi en faisant une petite analyse de vulgarisation sur le récent contrat entre la Sonatrach et l'italien Eni, en vous disant que nous avons une malédiction, c'est que l'Algérie adore négocier des contrats avec des entreprises qui ont été condamnées pour corruption dans plusieurs pays. J'avais cité précédemment Total qui avait été condamné pour surfacturation et corruption en Algérie, 2 fois en France, 1 fois aux États-Unis, et qui s'est vu retirer un énorme contrat gazier de 2,5 milliards de dollars qui s'appelle South Pars en Iran. Oui, parce que des entreprises comme Total ou Eni ont l'habitude de verser des pots de vin ou bien des fils de président de la République, comme c'est le cas avec Mehdi Rafsanjani en Iran entre 1997 et 2004, mais c'est aussi le cas avec notre beau pays, avec Shakib Khalil, avec son neveu, avec ses liens familiaux comme Farid Bejawin, Nassim Tqaddour, etc., etc. Mais c'est aussi le cas pour Eni au Gabon, pardon, au Gabon, oui, au Gabon aussi, ça c'est plutôt total, au Congo. Congo-Brazzaville, où voilà, il n'y a reversé, ou plutôt à payer à hauteur d'1 milliard de dollars à des intermédiaires politiques ou autres pour obtenir des contrats gaziers. Bref, le monde est pourri à chaque fois. Mais c'est comme ça, le pétrole rend fou. Mais le pétrole rend fou partout, hein. Donc avant de développer cette thématique-là, j'aimerais répondre à certains qui m'ont dit, mais Rachid, comment oses-tu dire que des entreprises comme Tosyali, le Turc, ou Lafarge, donc n'appartiennent pas en partie à l'Algérie? Ben oui, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes. Alors, on va aller doucement, il faut aller toujours très doucement. Prenons Lafarge, les ciments Lafarge. Vous savez que le français, Lafarge, qui est devenu aujourd'hui franco-suisse, aujourd'hui s'appelle Lafarge Holcim, a racheté un groupe égyptien qui s'appelle Orascom, vous connaissez, c'est lui qui possédait Jay-Z. Donc il a racheté 2 cimenteries, une à Argaz, dans la wilaya de Mascar, et la deuxième à Msila. Mais il les détenait à 100%. Donc lorsque Lafarge a racheté auprès de Orascom ces 2 entreprises de cimenterie, écoutez, mes chers compatriotes, l'Algérie n'avait 0 pourcentage dedans. Donc ça appartient à 100% à Lafarge jusqu'à aujourd'hui. Alors vous verrez sur Internet, Lafarge s'est arrangé pour enlever 100%. Il dit juste qu'il est propriétaire, mais il ne dit pas combien, mais c'est 100%, mes chers compatriotes. Et s'il y a un problème, ils peuvent toujours porter plainte contre Argenica, je ne vais pas fuir, je suis là. Et c'est d'ailleurs suite à la vente par l'Égyptien Orascom à Lafarge que l'État algérien s'est un peu fâché. Et c'est là où il a fait voter une loi, donc en 2009, applicable à partir de 2010, sur le fameux 51% qui doivent appartenir à l'Algérie. Donc toute entreprise étrangère qui s'installe en Algérie doit avoir un partenaire algérien qui possède 51% du capital et 49% de capital d'action pour l'entreprise étrangère. Mais ce système de 51-49, il a duré 10 ans. Voilà, 2010, 2020, depuis 2020, écoutez, dans les secteurs non stratégiques, n'importe qui peut posséder 60, 80, 100%. Voilà. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Moi, je suis simplement un citoyen qui essaie de porter à la connaissance du grand public des informations qui peut-être vous ont échappé. En tout cas, voilà, je suis simplement dans mon petit rôle de citoyen. Vous savez, quand on a fait de la prison, on n'a plus de droit, quoi. Si, on a le droit de circuler maintenant, on a le droit de donner son avis, mais on n'a pas le droit d'être candidat. Alors, puisqu'on n'a pas le droit d'être candidat,
soyons libres, disons les choses telles quelles, mais toujours avec des preuves. Alors, sujet de Tosyali, vous savez, la fameuse entreprise turque Tosyali qui est dans la wilaya de Wahran, entre Wahran et Mestralim. Donc à Bataïwa, j'ai eu l'occasion de soutenir des grévistes algériens de cette société qui n'avaient pas été payés il y a quelques années. Ah oui, c'était avant les prisons. Avant les prisons, je faisais du militantisme sur le terrain. Comme je me suis retrouvé seul en étant incarcéré, je me suis dit, mais pourquoi je vais me fatiguer à aller sur le terrain, faire des manifestations? On a organisé avec les militants du MJC 157 manifestations anti-corruption entre 2013 et 2019. Vous avez vu que j'ai publié plus de 1500 vidéos en Derija pour expliquer au grand public algérien un certain nombre de mécanismes de fonctionnement sur le plan de la corruption, bon bref, sur un certain nombre de sujets. Finalement, à la fin, on se retrouve tout seul. Donc, à quoi bon? Alors, soyons calmes, soyons pédagogues, soyons, comment dirais-je, soyons justes. Voilà, évitons on va dire, les polémiques stériles. Voilà, il y a un certain nombre de documents, hop, on va les analyser ensemble. En tout cas, l'entreprise turque Tosyali, malheureusement, n'appartient pas à l'Algérie. L'Algérie n'a pas 51%. Vous savez, cette entreprise Tosyali appartient à 78,9% à des Turcs. Eh oui, c'est comme ça. 78,9%. Donc, quand vous entendez que l'entreprise Tosyali a exporté 1 milliard de dollars à l'étranger d'acier de cette usine, bah oui, c'est vrai que ça fait augmenter le PIB algérien, produit intérieur brut algérien, c'est-à-dire tout ce qui est produit en Algérie, que ce soit par des entreprises algériennes ou étrangères, est comptabilisé dans le chiffre du PIB algérien. Donc quand Lafarge exporte des millions de tonnes de ciment donc à partir des usines de Ugaz à Maskar ou Msila, bien que ces deux usines appartiennent à 100% au franco-suisse Lafarge, ça fait gonfler le produit intérieur brut algérien. Quand Tosyali exporte 1 milliard de dollars d'acier à l'étranger, oui, ça augmente aussi le PIB algérien, mais ça n'appartient pas à l'Algérie. C'est comme ça, vous savez, c'est des règles internationales. Hein. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, je suis simplement là pour vous dire des choses avec humour, avec un peu d'ironie, avec beaucoup de bienveillance, pour simplement essayer de faire un peu d'éducation financière, un peu d'éducation économique. Voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de débats en Algérie dans les médias. Les économistes se font très discrets, les partis politiques, oui, font des petites interventions, mais ils ne parlent jamais de sujets qui fâchent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les intellectuels, oui, ah oui, les intellectuels. Les intellectuels algériens, oui, les intellectuels algériens, ils ne parlent plus d'économie, ils ne parlent plus de finance, ils ne parlent plus de rien. Voilà, on parle de la mémoire. Oui, c'est bien la mémoire. Même moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'histoire, la mémoire, etc. Mais au bout d'un moment, allez, il faut élargir le spectre, n'est-ce pas? Alors, juste une petite rétrospective d'une étude qui était parue le 21 novembre 2010 sur le site de l'école de guerre économique. Ah, est-ce que les Français n'étaient pas contents quand l'Algérie a institué le 51-49%? Voilà, ça s'appelle Orascom, donc c'est l'Égyptien, Lafarge, les contradictions entre les États et les entreprises. Voilà. Vous pouvez consulter, hein, c'est accessible. École de guerre économique. Oui, parce que les Algériens, ils ont du mal à publier des études, des revues. Ils font que du copier-coller. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on a des intellectuels, on a des ingénieurs, on a des économistes. On a beaucoup de monde quand même. Hein. Je sais pas, ils se font discrets. Alors, en décembre 2007, Orascom Construction vend au groupe Lafarge, dans la plus grande discrétion, oui, multinationales entre elles, elles vont pas prendre un mégaphone. Oui, nous vendons aux Français Lafarge. Donc, ils ont vendu dans la plus grande discrétion et sans en aviser le gouvernement algérien, entre parenthèses, ils mettent ce qui est parfaitement légal, je ne sais pas. Donc, l'intégralité de son secteur cimentier, qui s'appelait Orascom Building Material
Holdings, dont ses actifs cimentiers en Algérie pour 10,2 milliards d'euros. Waouh, c'est du lourd, hein. Or, Lafarge avait déjà tenté sans succès de s'y implanter. Oui, parce que Lafarge, le français, à l'époque, il était français, il n'était pas encore franco-suisse. Ben oui, il voulait pénétrer le secteur de la construction, de la cimenterie en Algérie. Et à l'époque, l'Algérie avait dit non. Il fait place avec Lafarge. Alors, Lafarge a trouvé une astuce. Ça peut être ça. Et pourquoi je vais me fatiguer? Je vais acheter les cimenteries qui appartiennent à l'Égyptien Orascom. Orascom avait d'excellentes relations avec l'Algérie. Ben oui, la fraternité arabe, africaine, musulmane. Et donc il s'est dit, voilà, je vais dealer, je vais appeler Orascom, dealer, c'est-à-dire faire un accord. Et voilà, donc Jazel Meskina, Kanoulahi mal football. Voilà, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Et on n'a pas vu, on n'a pas vu. Puis comme nous, on avait fait un beau cadeau à Roscom avant, parce qu'avant de faire des cadeaux aux Français, aux Italiens, on faisait des cadeaux aux Égyptiens. Ben oui, c'était avant 2009, vous vous souvenez le match de football, Coupe du Monde, qualificatif pour la Coupe du Monde. Et donc voilà, nos frères égyptiens ont vendu à nos anciens colons français les cimenteries de Msila, de Hugues, entre autres. 10,2 milliards d'euros. واعرة l'affaire, واعرة. خلط لكم شوية فرنساوية شوية دارجة. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, à chaque fois j'utilise des mots en darija, dites-vous que je les ai déjà exprimés en français. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé à la narration de ce que je vous raconte. Donc, waouh, donc il y a eu des répercussions politiques majeures d'après l'école de guerre économique. Car Orascom, l'Égyptien, il avait bénéficié de faveurs, en particulier fiscales, du gouvernement algérien et de différentes subventions. Ben oui, l'Algérie, elle est gentille, elle adore faire des cadeaux, je ne sais pas pourquoi. Et donc Orascom, malgré les faveurs, les privilèges accordés par l'État algérien, a décidé de céder ses actifs cimentiers, donc ses entreprises de ciment, au niveau mondial, sans consulter le gouvernement algérien en particulier. Ben oui... Pourquoi aller consulter l'Algérie? L'Algérie fait des cadeaux. Nos frères égyptiens ne vont pas nous consulter. Et cette école de guerre économique dit qu'il en est résulté un grand sentiment de frustration de la part des autorités algériennes. Ben oui, on a des amateurs à la tête de l'État à l'époque. Celle-ci estimait qu'il aurait été courtois et diplomatique que le groupe Sawiri, composé d'hommes d'affaires de premier plan en Égypte, ne les mette pas devant le fait accompli. Cette cession, donc cette vente, posait un double problème, un problème de patriotisme économique, comment on dit, wataniya iqtisadiya, et un problème de relations au sein du monde arabe. Bah oui, comme si que le monde des affaires se préoccupait du patriotisme économique ou des relations au sein du monde arabe. Vous imaginez la naïveté de nos dirigeants politiques à l'époque? Mais quelle naïveté quand même! Donc en gros, ils font des contrats, ils ne prévoient pas le cas où une entreprise à qui on accorderait des subventions ou des avantages fiscaux vendrait cette entreprise à d'autres entreprises multinationales avec qui on n'a pas de rapport. Vous imaginez l'amateurisme qu'il y avait en Algérie? Incroyable. De la même façon qu'on a donné 75% au Norvégien Statoil, qui s'appelle Equinor aujourd'hui en 2004, c'est Mouina, on a donné 65% à Gaz de France en 2002, on a donné 80% aux Espagnols, c'était quoi, Repsol et Gaz Natural, donc en 2004, oui, à Gassitwil. Vous imaginez l'amateurisme. Alors moi j'ai essayé de dénoncer tout ça à l'époque, mais à l'époque, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, bon, les Algériens avaient d'autres chats à fouetter, bien sûr. Bah, oui, ça ne les intéressait pas, ces questions-là. Et j'ai même, vous savez que j'ai été soutenir aussi des salariés de l'usine Lafarge à Hugues, qui avaient fait la grève de la faim parce qu'ils considéraient qu'ils ne bénéficiaient pas, en tout cas leurs droits n'étaient pas respectés au sein de Lafarge à Hugues. J'ai même rencontré le directeur de l'usine, il m'a dit, monsieur Nika, de quoi vous vous mêlez, vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas syndicat. Je lui ai dit, mais moi je suis un citoyen algérien qui essaie de défendre les intérêts donc des salariés de Lafarge Hugues. Voilà. Alors, tout ça est sur Internet, hein, vous pouvez vérifier. Hein. Bon, bref, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais voilà, je me suis
trouvé après en prison, résidence surveillée, oublié de tous. Bien sûr, j'ai eu des Algériennes, des Algériens comme Saha qui ont fait des doigts, qui ont fait des commentaires, il y a comme Saha. Mais voilà, vous savez, en Algérie, quand on tombe, on se fait oublier. Mais quand on est Ouagif, alors là, tout le monde pense à vous. Hein. Quand j'étais à Marrakech en mars 2025, tout le monde a dit bravo Rachid, bravo. برافو انت وطني وريت لهم بلي الجزائري كان يحكم في شمال افريقيا في القرن 12. Oui, oui, bah oui, quand on est debout, oui, oui, ça marche très bien avec le papa jamais. Quand on tombe, hein, qu'est-ce qui lui a pris celui-là de s'attaquer à plus fort que lui? Ben oui, mais vous savez, la vie, elle tourne, hein, la roue, elle tourne, elle tourne. Un jour, vous êtes en bas, puis après, vous êtes au milieu, puis après, vous pouvez remonter, puis après, vous pouvez descendre. C'est ça, la vie. Regardez le soleil. Tous les jours, il se lève, tous les jours, il se couche. Et c'est la nature qui nous apprend que les choses bougent, les choses bougent. Bah, d'ailleurs, vous savez quel est le slogan de l'entreprise nationale Sonatrach? Vous allez sourire. Le slogan officiel, c'est l'énergie du changement. C'est pas beau, ça. L'énergie du changement. C'est vrai que tous les 2-3 ans, il y a un nouveau président. Vous savez, Total, depuis 2015, c'est toujours le même président, 10 ans. Patrick Pouyanné, 10 ans, ça ne bouge pas. 10 ans. 2 mandats, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, Patrick. Il y a tous les 2-3 ans. Voilà, il y a le Kaaba, Draham. Et allez. Bon, bref. Continuons. Donc, l'école de guerre économique disait que les Algériens considéraient qu'il y avait un problème de patriotisme économique et problème de relation avec le monde arabe. Bah oui. L'Algérie confond tout, politique, business. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez que nous, on s'est fâchés hein, quand on a vu que nos frères égyptiens d'Orascom ont vendu à Lafarge les cimenteries de Gaz et d'Emsila sans être consultés. Ah oui, hein, sans nous consulter. Et bien, puisque vous possédez Jay-Z, ben, on va prendre Jay-Z. Et alors, droit de préemption. Ben oui, c'est là où il y a eu cette affaire de droit de préemption. Alors, voilà, donc je cite ce que dit l'école de guerre économique. Alors, il se trouve qu'Orascom possédait également en Algérie une filiale de téléphonie mobile via Orascom Telecom Holding, appelée Orascom Telecom Algeria, OTA. Cette filiale est communément appelée Jay-Z en Algérie. Il s'agit du premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie. Orascom Telecom Holding ayant remporté la deuxième licence de téléphonie mobile de type GSM pour 737 millions de dollars. Cette filiale algérienne d'Orascom Telecom est extrêmement importante pour le groupe car elle représente, écoutez-moi bien, 45% de son chiffre d'affaires. Vous imaginez l'Algérie représenter 45% du chiffre d'affaires de Orascom Télécom Mobile. Oui, parce que nous, on adore donner des contrats aux étrangers. On n'est pas capable de développer nous-mêmes des industries, ni dans le pétrole, ni dans la téléphonie. On se demande, mais dans quel domaine on est bon? Franchement, dans quel domaine on est bon? Même les datawana, elles sont vendues par l'intermédiaire de la Tunisie qui les exporte à l'étranger. La Alina, Malish. On continue. Et donc, ce succès était un facteur de renforcement très important d'Orascom Telecom qui lui a permis de se positionner comme un grand acteur du secteur des mobiles, part de marché de 63% en Algérie avec 14,7 millions de souscripteurs. Magnifique. Hein? Et c'est ce qui s'est passé après, vous savez. Le succès d'Orascom en Algérie a suscité de la part des autorités algériennes une réaction de rejet globale à l'égard des étrangers. Le fait que Lafarge, le français Lafarge, se soit substitué à Orascom dans le domaine cimentier n'a sûrement pas été apprécié au niveau politique en raison de la façon dont l'opération a été traitée. Le marché algérien a eu tendance à se fermer et il y a eu un retournement brutal des autorités algériennes qui ont vendu à leur opinion publique que les investisseurs étrangers venaient uniquement pour gagner de l'argent rapidement. Ah, c'est nouveau ça. Vous venez de réaliser en 2007 que les investisseurs étrangers, les entreprises étrangères qui viennent en Algérie, étaient là simplement pour de l'argent. Ben oui, c'est pas des imams, c'est pas des rabbins, c'est pas des évêques, les entreprises, voyons. Ben oui, ils sont là pour faire du business. Vous imaginez la naïveté de nos dirigeants à l'époque. Bon, ben allez, c'est pas grave.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Donc, ils disent que les entreprises étaient là uniquement pour gagner de l'argent, rapatrier des dividendes et quitter ensuite l'Algérie après avoir profité de ce marché émergent très prometteur. Ceci a eu tendance à inquiéter sérieusement la communauté internationale, dont la France. Bah oui, la France n'était pas contente, avec 65% de gaz à Adrar. Eh oui. On fait des cadeaux, après on dit ah oui, après vous voulez revendre? Ben oui, mais Gaz de France a revendu après à Neptune Énergie, on n'a rien fait. Hein. ما درنا والو. Donc, كان عندنا النيف مع هذه لا بيريود هذه 2007 لافاج وراسكوم بصح من بعد كي Gaz de France باعت Neptune Énergie عادي نورمال. 2018 c'était. Hein. مع احمد ويحيى كيسموه رمضان رمامرة qui a dit que Macron c'est un ami de la France. Vous vous en souvenez? Et donc, il y a même le MEDEF, donc le patronat français, qui s'est rendu en Algérie, mais sans obtenir de résultats notoires. Oui, à l'époque, il n'avait pas obtenu, mais après, il les a tous obtenus. Renault, Alstom, Amna, Amna Abdeslam Bouchouad. De temps en temps, on a un peu de NIF, mais après, on oublie. Voilà, on oublie. On se demande qu'est-ce qui se passe entre le moment où on a le NIF et au moment où on oublie. Bah, il y a peut-être des négociations qui ont eu lieu, n'est-ce pas? Alors, on continue, on continue, on continue, on continue. Alors, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Bismillah. Qu'est-ce qui... Ah, bah oui, il y a eu une nouvelle législation. Bah oui. L'affaire Orascom, donc l'Égyptien, Lafarge, le Français, a été le catalyseur d'un changement législatif par lequel tout nouvel investissement requiert un partenaire algérien pour 51% au moins. Plusieurs contrats signés avec la Sonatrach avec des étrangers en tant qu'actionnaires minoritaires ont été annulés. Ah oui, on a eu une NIF à ce moment-là. L'Algérie dispose d'un droit de préemption, c'est-à-dire que dès qu'une entreprise veut céder, dès qu'un groupe veut céder une entreprise à une autre entreprise, l'Algérie est prioritaire. Donc, si l'Algérie veut racheter, elle est prioritaire. Si elle ne veut pas racheter, elle laisse faire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé après avec les parts de Gaz de France, qui a été revendu à Neptune Énergie. L'Algérie dit non, moi, je suis très bien, moi. Je suis minoritaire dans le groupement Toit de Gaz à Adrar, ça me convient très bien. J'ai 35%, et c'est ce qui s'est passé aussi à Rgan Nord. On avait 40%, on a pu racheter les 11,25% du français Edison, qui devait être vendu à l'israélien Energial. On s'est dit non. D'abord, on a dit oui, on va exercer le droit de préemption. Puis après, on s'est dit, oui, quand même, hein, ça coûte 850 millions de dollars. Hein. Ah oui, mais finalement, il n'y a pas d'argent à la Sonatrach. Bah oui, parce qu'on se demande où va l'argent à la Sonatrach. Et finalement, on s'est dit, non, Malish, on va laisser les Anglais. Non. D'abord, c'était les Espagnols qui ont racheté une partie avec les Allemands de la part qui appartenait aux Français Edison. Puis là, il y a quelques mois, c'est les Anglais qui ont racheté finalement tout ce qui appartenait à Edison. Sonatrach a dit non, ça me convient parfaitement. 40%, continuons. Donc l'Algérie dispose d'un droit de préemption lorsqu'une cession est effectuée en Algérie par des étrangers. Ces éléments sont incorporés en particulier dans la loi de finances rectificative de 2010. Voilà. En 2010, on s'est dit maintenant, hop, 51%, mais qu'est-ce que l'ab? Voilà. Non seulement les Algériens doivent avoir 51% de toutes les entreprises qui investissent en Algérie, mais en plus de ça, on a le droit de préemption. Donc, c'est pas la peine maintenant. Orascom, le cas d'Orascom qui vend à Lafarge sans consulter l'Algérie, c'est fini. L'Algérie doit être consultée et elle est prioritaire. Machallah. C'était comme ça les Algériens. Voilà. Vous voyez 2010, parfait. C'était bien ça. Voilà ce que disait l'école de guerre économique dans son rapport qui a été publié donc le 21 novembre 2010. Voilà. Les contradictions entre les États et les entreprises au travers de l'analyse du cas Orascom Lafarge. Le problème, c'est quoi? C'est que Lafarge a toujours 100% aujourd'hui de la cimenterie de Guez à Masker et de Msila. C'est comme ça, hein? Ben oui. Alors, cette affaire-là de 51-49, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée en 2020. C'est la fameuse loi de 2019, voilà, appliquée en 2020. Vous savez que je m'y suis opposé, et ça m'a coûté la prison.
Psahtek Rachid. Ah, je vous ai dit là, le patriotisme économique, bah oui, ça a duré 10 ans, puis après maintenant, bah voilà, patriotisme économique. Parce que moi, j'y ai cru, moi, au patriotisme économique. Yeah. L'Ouattaniya Iqtisadiyya, moi j'y ai cru, ça m'a coûté la prison, mes chers amis. 4 décembre 2019 jusqu'au 19 janvier 2023. Bah oui, patriotisme économique. Bah oui, entre-temps, bah, on a changé de bord, n'est-ce pas? C'est beau, hein, la politique, hein, le patriotisme. One, two, three, viva l'Algérie. Ah, il y en a qui ont apprécié mon nouveau ton, d'autres qui ont dit oh, j'aime pas votre ton, la façon dont vous parlez, dont vous dites les choses. Ah, bah écoutez, bah, au moins un peu d'humour. Vous savez, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer. C'est tellement grave que mieux vaut mélanger mélanger avec un peu d'humour. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un grand économiste algérien. Parce qu'il faut l'avouer, c'est un grand économiste. On l'aime, on l'aime pas, c'est un grand économiste, qui est d'ailleurs devenu, pendant un an et demi, je crois, ministre de l'Industrie. C'était quand? Allez, on va être précis pour pas te dire de sottises. Alors, c'était quand 2020, 2021. Voilà. Il s'appelle Monsieur Farhat Aitali. Voilà, Farhat Aitali, c'est un grand monsieur, c'est un grand économiste. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas au gouvernement, parce qu'il aurait pu faire de bonnes choses. Vous savez, être économiste et être homme politique, c'est pas pareil. C'est pour ça que quand un intellectuel économiste, ou je ne sais pas moi, avocat, ou la journaliste devient ministre, vous savez, la politique obéit à d'autres règles qu'aux règles de l'intelligence. Donc, il faut s'entourer de conseillers qui maîtrisent les éléments de langage. On ne dit pas ce qu'on veut quand on est ministre, vous savez. Et Farhat Aitali, bah, voilà, il a usé parfois de sa liberté de ton qu'il avait en tant qu'économiste dans le champ politique, et ça crée des frictions. Voilà. Mais en tout cas, c'est un grand économiste. Alors, que vient de déclarer M. Farhat Aitali le 19 mars 2025, donc dans la presse algérienne? C'était lors d'une émission d'ailleurs. Il a dit qu'il a fait des révélations sur l'usine de Renault en Algérie. Vous connaissez nos amis français là, qui nous ont colonisés pendant 132 ans et qui aujourd'hui nous donnent des leçons matin, midi et soir. Et donc il a révélé qu'en dépit des promesses du groupe Renault d'atteindre un taux d'intégration de 30% dans l'usine Renault, donc à Clélette, à Oran, finalement, ça n'a pas dépassé 4,7% d'intégration. Donc, ça veut dire quoi, taux d'intégration? Taux d'intégration, quand on parle de 30%, c'est-à-dire qu'il y a 30% d'un véhicule qui est fait en Algérie. C'est-à-dire que 70%, un peu de montage, mais 30%, c'est vraiment réalisé en Algérie. En général, on parle vraiment d'industrie automobile à partir du moment où on atteint 40 à 50%. Voilà, 50%. Là, je connais un peu le domaine puisque j'étais avec un grand spécialiste de l'automobile en prison, donc pendant 6 mois, qui s'appelle Hassan Arbaoui. C'était le président de Kia, à Batna. D'ailleurs, je tiens à saluer parce que toute sa famille, ils sont quoi, 3 frères, je crois, qui sont en prison. 8, 10, 12 ans. Bon, je rentre pas dans le dossier judiciaire, mais il est compétent, le monsieur. Il est compétent. Donc, vous pouvez imaginer, pendant 6 mois, j'entendais parler d'automobile. Donc, d'automobile avec Hassan Arbaoui, de banque et d'aviation avec Abdelmoumen Khalifa, aussi d'automobile avec Mohamed Bayri, qui était le président de la filiale de Fiat en Algérie. Donc, vous voyez, j'ai été bien formé en prison dans le secteur de l'automobile, de la finance et de l'aviation. Voilà. Donc, voilà. Alors, quand M. Farhat Aitali, grand économiste et ancien ministre de l'Industrie, déclare, et là, c'est vraiment un scoop, que Renault n'a pas dépassé 4,7% d'intégration à l'usine de Renault, dans l'usine Renault à Ouattara, alors que normalement, Renault s'était engagé à arriver à 30%. C'est extrêmement grave. Le niveau de sabotage
des multinationales en Algérie est absolument phénoménal. Donc, ouais, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, 4,7%. Je vais vous le lire. Durant son mandat à la tête du ministère de l'Industrie, M. Farhat Aït-Ali dit avoir eu accès à des rapports officiels qui confirment les écarts. N'était que de 4,7% le taux d'intégration, a-t-il indiqué en parlant du taux d'intégration réel atteint en 2019 par Renault, alors que Renault s'est engagé en 2014 à assurer un taux d'intégration de 30% dans le montage après 5 ans d'exercice. Vous imaginez? Donc 5 ans après l'ouverture de son usine à Oran, Renault n'a pas dépassé 4,7%. En clair, c'était 95,3% de montage. En gros, ils amenaient les kits de France, hop, ils les mettaient dans un bateau, ils étaient réceptionnés au port de Warren, et puis voilà, ils faisaient du montage. Voilà, l'Algérie, l'industrie automobile algérienne, c'est fort. C'est grave ou pas? C'est comme ça. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il ajoutait, et c'était le cas aussi pour les autres constructeurs. Donc en clair, tous les constructeurs étrangers, donc domaine automobile qui sont en Algérie, bah, ils se moquent de l'Algérie. Hein. Incroyable. Donc pétrole, gaz, automobile, ciment, c'est pas moi qui le dis, attention, hein, c'est pas Rachid Nekaz. Hein. Rachid Nekaz, il lit, il se documente, il partage avec vous. Voilà, c'est l'ancien ministre et grand économiste, M. Farhat Aït-Ali. Voilà, automobile de petits points. Il fait des révélations sur le site de Renault en Algérie, mars 2025. Voilà, ça date pas de 1965, hein, ni 1970, c'est 2025. Aïe, 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 aïe. Voilà l'affaire, voilà l'affaire. Voilà, Galek. Renault, dont l'usine algérienne située donc près d'Oran, est entrée en production en 2014, avait connu un certain succès sur le marché local. Vous vous souvenez, les Renault symboles, là. Avant l'arrêt de ses activités en 2020, après la fin des avantages liés à l'importation des kits SKD, CKD nécessaires à l'assemblage. Et donc en 2022, après la mise en place d'une nouvelle réglementation régissant l'activité automobile en Algérie, la marque française Renault a déposé une nouvelle demande d'agrément auprès du ministère de l'Industrie. Bah oui, Renault a des avantages fiscaux, des subventions. Bah oui. Pourquoi ils vont développer une industrie automobile en Algérie? Bah, ils le font déjà au Maroc, à Tanger. Bah non, ils ont 1 million de véhicules qui sont sortis déjà. 25 000, je crois, c'est ça? On se fait avoir en permanence. En permanence. Vous imaginez comment on se fait avoir? En permanence. Alors, pourquoi je commence par l'affaire de Renault en citant le grand économiste, ancien ministre de l'Industrie, M. Farhat Aït-Ali? C'est parce que M. Farhat Aït-Ali, en mars 2013, et là je reviens au pétrole, bah oui, c'est le sujet, hein. J'ai fait juste un petit détour par l'automobile, mais pour revenir au pétrole et au gaz, évidemment. 12 mars 2013, Algérie 360. Monsieur Farhat Aït-Ali a signé donc un article extraordinaire, il faut le dire, hein, extraordinaire. C'est dommage qu'il ne parle pas assez. Et d'ailleurs, les autres économistes, vous attendez quoi pour parler, pour nous éclairer de vos lanternes avec vos connaissances dans le domaine de l'industrie, de l'économie, de la finance? Là, comme ça, عطروا شوية. هكاك بان تستفيدوا والشعب الجزائري تستفيد فين. Donc ça s'appelle Sonatrach Petroleum, une entreprise publique dans un paradis fiscal. Regardez, vous voyez la date? Mars 2013. Sonatrach Petroleum, une entreprise publique dans un paradis fiscal. Vous avez compris le sens de cet article. Sonatrach, c'est une entreprise publique, donc elle n'a pas besoin de chercher à avoir des exonérations fiscales, puisqu'elle est publique, c'est 100% algérienne, Sonatrach. Il n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a pas besoin d'ouvrir des filiales. C'est où déjà? Vous savez, c'est un long article, hein, il fait 10 pages. Ah, il a travaillé, hein. Il a travaillé, Farhat Aït-Ali, monsieur Farhat Aït-Ali. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La dernière information sur le redressement fiscal opéré par qui? Pas par le fisc algérien, parce que Sonatrach, c'est algérien. Pourquoi il va faire un redressement fiscal? L'Algérie qui contrôle tout. Il dit un redressement fiscal opéré par le fisc britannique, c'est-à-dire par les impôts anglais,
à l'encontre d'une filiale établie fiscalement aux îles Vierges britanniques. Waouh! Donc c'est une filiale de la Sonatrach qui est établie fiscalement aux îles Vierges britanniques. Ça me rappelle Abdeslam Bouchouar. Panama, Luxembourg, Suisse. Bizarre ça. Mais Abdeslam, c'était son nom personnel. Là, c'est la Sonatrach, ça s'appelle Sonatrach Petroleum. Cette entreprise n'a de virginité que le nom. Ah, il a de l'humour, l'ancien ministre. Hein. Entraîne une série de questionnements sur la gestion de cette compagnie en particulier et des affaires publiques en général, et ce pour une période qui remonte encore plus loin que la mandature sujette à toutes les critiques de Bouteflika. Ben oui, ça date pas de Bouteflika cette affaire. Devinez de quand ça date. Et là, vous allez pleurer. Comme moi, je pleure. Moi, je pleurais en prison, vous savez. Moi, j'ai pas de mal à dire que je pleurais en prison. Vous savez, quand je voyais des choses tellement graves pour la souveraineté économique de notre pays, et je vois que personne ne réagit, bah oui, je pleure. On n'a que les yeux pour pleurer. Vous la connaissez, cette expression. Donc c'est les Anglais qui ont révélé l'affaire. Alors, il est honnête, hein, M. Farhat Aitali. Il dit que si l'affaire a été révélée en 2013, c'est parce que l'Algérie avait beaucoup d'argent et qu'il y avait des personnes qui voulaient déstabiliser l'Algérie. Vous vous en souvenez, l'affaire de Tigan Tourin, janvier 2013, il y a eu 38 morts. Donc il y a eu des Anglais, des Norvégiens, et donc quelque part, il y avait des forces extérieures qui voulaient fragiliser l'Algérie. Mais comme l'Algérie a tellement de fragilité, c'est pas compliqué. C'est comme les Français qui menacent l'Algérie avec la fameuse riposte graduée, le rapport de force. Ben oui, évidemment, on a tellement d'Algériens qui se sont enrichis pendant l'ère Bouteflika, qui ont des appartements à Paris, à Monaco, à Nice, qui ont des comptes bancaires. Ah oui, ils sont fragiles. Les Saïdani, les Abdeslam Bouchouareb, les Outrado, les Farid Beljaoui, les Nassim Outrado. Il y en a tellement, il y en a des milliers, vous savez. Vous savez qu'en 2015, 10% du parc immobilier à Paris était algérien. Les propriétaires étaient algériens. Vous imaginez 10%. Donc, les Français, c'est facile de faire la liste. Ils peuvent dire à chacun d'eux, bon alors, d'où vous avez sorti l'argent? Surtout que l'Algérie n'a pas le droit interdit le transfert des devises. Donc c'est facile de dire, bah, monsieur Untel, comment vous avez acheté votre appartement à Paris? Comment vous avez acheté votre appartement à Nice? Comment vous avez acheté votre appartement à Cannes? Bah, ils sont archi vulnérables. Ben oui, cet argent-là, à votre avis, d'où il vient? Quand on est payé 2 000 ou 3 000 ou 5 000 euros, bah, on ne peut pas acheter des appartements d'1 million, 2 millions, 3 millions. Ben évidemment, donc c'est l'argent de la corruption. Donc, si le scandale éclate, non seulement ces milliers d'Algériens vont avoir des problèmes avec la justice française, mais aussi avec la justice algérienne. Parce qu'après, les Algériens vont être obligés de réagir. Eh, c'est Mohamed, qui درت باه خرجت devises هادو وشريت appartement ولا كيما خونا Monsieur Haddad qui a acheté des hôtels à Barcelone alors qu'on ne peut pas transférer des devises. Voilà, donc l'Algérie veut éviter les scandales. Donc, رتبوا الامور رتبوا عندكم كونترا مع عندكم توتال كونترا في شحال 14900 km carrés à Hara, c'est ça? Puis voilà, calmez-vous. Voilà, on a des diplomates en prison en France. On calme l'affaire. Revenons à cette affaire. Des Britanniques. Tout ça pour vous dire qu'on est très vulnérable. Extrêmement vulnérable. Vous avez compris? Et quand je dis extrêmement vulnérable, c'est extrêmement vulnérable. On est ultra fragile. Il y a des fuites partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Alors, cette affaire date de 1989. Waouh! Donc c'est avant Bouteflika. C'est quand ça? Il y avait qui au pouvoir en 89? Ah oui. Feu Chedli Benjedid. Donc c'était après octobre 88. Ben oui, octobre 88, le pouvoir algérien, je suis des oh là là, il s'est dit, oh là là, le fils, il y a eu des partis politiques qui ont été agréés. Le pouvoir a eu peur, il s'est dit, bon, il faut qu'on crée une filiale. aux îles Vierges britanniques نخبوا شويه دراهم وكاو كاش ما يصرالنا
كيما كيسموه بشار الأسد واش دار كي تزيرت عليه الأمور quand ça c'est un peu compliqué bah, il a pris son avion il a mis je sais pas combien de millions de dollars وراح لموسكو il est parti à Moscou bah, les nôtres ils ont fait pareil en 89 bah oui hein. Les khaf slem c'est on va dire c'est musulman d'avoir peur donc alors faut respirer un bon coup comme on dit hein. Ah, notre pays, il est comme tous les autres pays du monde. Hein. Parfois, oui, on veut croire qu'on est différent des autres, mais pour l'argent, on est exactement comme tout le monde. Parce que l'être humain, 9 mois de gestation, ben c'est le même. Il adore l'argent, l'être humain. Il adore l'argent ou le pouvoir, les privilèges. Ah, ça, il adore ça. Et quand il y a de l'argent, du pouvoir, des privilèges, il n'y a ni patriotisme, ni walou, makalla watani, la walou. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence? Allez, c'est parti. Selon le site Bloomberg Business Week, Bloomberg, c'est une référence, c'est comme le Wall Street Journal pour tout ce qui est information financière. Ok? Cette société, donc cette filiale algérienne, donc, qui est établie fiscalement aux îles Vierges britanniques, a été créée en 1989. Voilà, 1989. 1989. Ça fait chal. 36 ans. Dont le directeur est supposé être Mohamed Meziane. Oh Mohamed Meziane, c'est lui qui est devenu président de la Sonatrach. Oh, Mohamed Meziane, t'as fait un bzef, hein? Il a fait de la prison, mesquine. Oulido, il avait des comptes à l'étranger, en Suisse, 17 millions de dollars. Chez dinars, hein, dollars. Alors, Mohamed Meziane. Ah ouais, Mohamed Meziane. Faut que je vous dise à partir de quand il est devenu président de la Sonatrach. Eh oui, parce que vous savez, on fait carrière à la Sonatrach. Hein. Ah oui, c'est des fonctionnaires, n'oubliez jamais ça. Sonatrach, c'est des fonctionnaires. Alors voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Mohamed Meziane, quand est-ce qu'il est devenu président de la Sonatrach? Ben oui, il a eu un cadeau. Donc après avoir ouvert le compte aux îles Vierges britanniques, il est devenu président de la Sonatrach entre 2003 et 2010. Regardez, là je vous ai pris toute la liste des présidents. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps les présidents. Hein. Donc vous voyez, c'est là, Mohamed Meziane. Voilà ici. Mohamed Meziane, 2003-2010. Je vous ai dit, la longévité d'un président de la Sonatrach, elle est très courte. Hein. Allez, on fait semblant. Bel'id Abdeslam, marhoum, 63-66 au moment de la création. Sid Ahmed Rosali, 66-79. C'est le seul qui est resté longtemps, 13 ans. Patrick Pouyanné, au total 10 ans. Lui, c'est 13 ans. C'était l'âge d'or de la Sonatrach. Après, Youssef Yousfi, qui est devenu plus tard Premier ministre, ministre de l'énergie, et il est en prison. Ah oui, il a fini en prison lui aussi. Donc 85-88, 3 ans. Seddak Boussenna, 1 an. C'était 88-89. Et Abdelhak Bouhafs, 89-95. Et c'est à ce moment-là que notre ami Mohamed Meziane a ouvert le compte, a établi fiscalement la société Sonatrach Petroleum aux îles Vierges. C'est au moment de la présidence d'Abdelhak Bouhafs. Eh oui. Bon, après, on va s'occuper des autres après. Donc, 89. Donc, cette société a été créé donc avec Mohamed Meziane, futur président de la Sonatrach. Et cette société, elle a déclaré officiellement faire naviguer des méthaniers légers et lourds sous l'armement de cette filiale SPC BIV, donc sous pavillon et port d'attache étranger, à moins d'une dérogation spéciale pour une filiale de la filiale elle-même domiciliale. Vous voyez, tchoukchouka, vous voyez le montage. Toujours selon le rapport annuel 2010, la Sonatrach signée Nordin Cherwati, la dite filiale caribéenne, les îles Vierges sont aux Caraïbes, est elle-même une holding se décomposant en 17 autres petites entités, waouh, dont 6 en joint venture, donc en partenariat, et le reste à 100% algérienne, du moins en capitaux.
Curieusement, le capital social de cette SPC BIV est bien modeste par rapport à ses actifs maritimes déclarés, soit 15 millions de dollars. Voilà, il disait qu'ils avaient juste 15 millions de dollars. Censée être spécialisée dans le transport et la commercialisation d'hydrocarbures, cette filiale a tout l'air d'opérer sur le marché du spot en GNL, gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié, vu la nature des navires qu'elle affirme posséder. Ah oui, le marché spot, il y a les spécialistes, il y a. Son chiffre d'affaires pour 2010, tel que déclaré pour la filiale principale SPC Trading, qui, comme son nom l'indique, est celle chargée des ventes en spot, a réalisé un chiffre d'affaires de, écoutez-moi bien, 5 milliards de dollars. Waouh! Pour un bénéfice net de 112,6 millions de dollars, soit 2,25% net d'impôts, si on considère la fiscalité caribéenne comme une charge. Maintenant, la question qui se pose est, tout ça c'est Farhat Aitali qui parle, hein. Pourquoi diable une entreprise publique qui déclare quand même ses chiffres d'affaires et ses bénéfices en Algérie est-elle partie domicilier presque 10% de son chiffre d'affaires, je répète, 5 milliards de dollars, et pratiquement 25% du chiffre d'affaires de gaz naturel et plus de 50% du gaz naturel liquéfié aux Caraïbes, au repère antique de Barbe Noire. Bah oui, c'était un repère de pirates des îles Vierges. Il a fait un jeu de mots entre l'Algérie, qui était considérée à l'époque des Turcs comme un État pirate. Il s'est dit, c'est quand même bizarre que l'Algérie, qui était un État pirate, va domicilier une filiale de la Sonatrach dans un autre repère de pirates aux îles Vierges britanniques. Apparemment, les pirates sont attirés par d'autres pirates. Donc vous imaginez, l'Algérie, depuis 89, elle avait domicilié 10% de son chiffre d'affaires dans ce paradis fiscal. Bah oui, invisible. Bah oui, 89, l'instabilité politique en Algérie. Et comme ça, au cas où ça se complique, qui m'a le Shah d'Iran, quand il a été obligé de quitter l'Iran en 79 avec l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini, bah, Ammar Fanil, Ammar Tayyarataou, il a rempli son avion de milliards de dollars, et il a fait pareil en quelle année, 94, Mobutu, au Zaïre, République démocratique du Congo, pareil, il a rempli son avion de milliards, et il est parti trouver refuge au Maroc. Le Shah d'Iran, il avait trouvé refuge d'abord en Égypte, un peu aux États-Unis, ensuite il a fini au Maroc. Ou il est passé par le Maroc, pardon, avant de finir en Égypte. Ben oui, il faut. Donc alors, les Algériens, à l'époque, ils ont compris. Ils ont dit, nous, on ne va pas remplir les avions de milliards, on va anticiper et on crée une filiale aux îles Vierges, 5 milliards, comme ça, cash McCain, on est à l'aise. C'est pas moi qui le dis, attendez. Hein. C'est celui qui est devenu. Regardez, c'est signé Farhat Aitali. Regardez, je vous le jure, regarde, je vous le jure, c'est pas moi qui le dis. Farhat Aitali, c'est ici. Hein. Voilà. Il est devenu ministre de l'Industrie en 2020, 2021. Donc attention, c'est pas moi, voilà, je ne fais que lire et partager avec vous. Vous imaginez? Elle cache 5 milliards de dollars aux îles Vierges. Non, mais je trouve ça génial. C'est génial, non? C'est pas les 198 millions de dollars de pot de vin que la filiale de Eni Saipem a donné à Shakib Khalil, Farid Boujaoui, Omar Habboul et compagnie. Non, là, c'est beaucoup plus. Là, c'est 25 fois plus, c'est ça? Et parfois, j'ai du mal à compter. Hein. Donc, vous imaginez, waouh, 5 milliards de dollars. Waouh. Il y a 10 pages comme ça, hein. Donc là, je vous raconte le plus croustillant, parce qu'après, oh là là, ça va vous rendre malade. il a dit que, en moyenne, cette dissimulation de revenus, c'est 140,6 millions de dollars par exercice, par an. Imaginez, chaque année, 140 millions étaient dissimulés. Et donc, alors, quand le fisc a vu ça, il a dit, bon, il faut payer maintenant, hein. On a été gentil avec vous depuis 1989. Maintenant, vous commencez à laisser vos terroristes tuer nos coopérants anglais à Tigentori. Maintenant, il faut payer l'addition. Hein.
savez que British Petroleum possédait jusqu'à 15% du gaz algérien. 15% du gaz algérien. واش نقول لكم يا جماعة الخير واش نقول لكم. Vous savez, la situation est tellement grave que, je sais pas, on est obligé de dire ça avec humour. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est sur le site Algérie 360, Sonatrach Petroleum, une entreprise publique dans un paradis fiscal, 12 mars 2013, c'est sur Internet. Vous pouvez le trouver sans aucun problème. Donc merci beaucoup, monsieur le grand économiste et l'ex-ministre de l'Industrie, monsieur Farhat Aitali, pour avoir expliqué en détail comment la Sonatrach, depuis 89, cache de l'argent dans les îles Vierges britanniques. Alors, avant d'aller plus loin sur ces scandales de la Sonatrach, je vais vous dire ce que je proposais, écoutez-moi bien, depuis le 26 juillet 2013. Donc c'est... alors, par rapport à l'article de M. Farhat Aitali, donc c'était 12 mars 2013, donc avril, mai, juin, juillet, 4 mois après. 4 mois après, voilà ce que je proposais. C'est sur ma page Facebook, vous pouvez consulter, voilà, vous pouvez y vérifier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous lire le texte. Voilà, on ne peut pas voir bien, on ne peut pas bien voir, pardon. Bon, c'est pas grave. 26 juillet 2013. Quand j'ai lu tous ces scandales de corruption, Sonatrach 1, Sonatrach 2, maintenant il y a Sonatrach 3, Sonatrach 4. Vous savez, c'est une entreprise, mais alors, on va être gentil, qui est atteinte d'un cancer métastatique de corruption. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre sans corruption. Et c'est pour ça qu'elle ne travaille qu'avec... Allez, elle travaille avec beaucoup d'entreprises condamnées pour corruption. Total, Eni, SNC Laval. Ou Kava, comme dirait notre ancien député spécifique, vous connaissez. Très gentil d'ailleurs. C'est le seul homme politique qui est venu aux obsèques de ma défunte maman, Rabbi Rahma. C'est un grand monsieur. Lui aussi, il est en prison. Alors, voilà ce que j'écrivais sur la page Facebook qui est toujours accessible, 26 juillet 2013. Bismillah. Depuis la nationalisation des hydrocarbures en février 1971 par le président algérien Houari Boumedienne, la Sonatrach est devenue la première entreprise africaine avec un chiffre d'affaires colossal de près de 80 milliards de dollars. Sonatrach est le 12e groupe pétrolier au niveau mondial, le 4e exportateur de GNL, gaz naturel liquéfié, le 3e exportateur de GPL et le 5e exportateur de gaz naturel. Cette entreprise nationale représente, à l'époque, 2013, 98% des ressources en devises du pays tout entier et 70% des recettes fiscales. Ça veut dire que le peuple algérien, 46 millions, à l'époque c'est 40, c'est uniquement 30% de recettes fiscales. Vous imaginez 40 millions d'Algériens, c'est uniquement 30% de recettes fiscales avec les entreprises. La Sonatrach, 70%. Vous imaginez le gap. Ça, c'est pas normal. Ouvrant donc cette situation privilégiée, ouvrant grand et gros les appétits des dirigeants et les ministres de tutelle. Bah oui, quand il y a autant d'argent, bah vous croyez que vous pouvez rester calme, gentil, avoir la mentalité d'un imam? Non, c'est pas possible, il y a trop d'argent. Donc ça ouvre gros et grand les appétits des dirigeants et des ministres de tutelle. Conséquence de cette situation totalement anormale. Vous imaginez, je disais ça en juillet 2013. Les scandales de corruption à répétition, qui se comptent en milliards de dollars de pertes pour le peuple algérien. Le dernier scandale en date est celui lié au ministre de l'énergie Chakib Khalil pour une corruption et des malversations à hauteur de 2 milliards de dollars. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il a donné 2 milliards de dollars à Farid Bejaoui, le neveu de l'ancien ministre Mohamed Bejaoui, qui n'y est pour rien, pour qu'il joue en bourse. Bah oui, il y avait tellement d'argent. Et je proposais quoi? Il est urgent de mettre en place des garde-fous, c'est-à-dire la protection. Je propose 3 garde-fous. Vous imaginez, il y a 12 ans, voilà ce que je proposais. 12 ans, presque jour pour jour. 26 juillet 2013. Vous imaginez? Premier garde-fou sera la privatisation de 10% de l'entreprise publique destinée aux actionnaires algériens exclusivement. C'est-à-dire, je proposais de mettre 10% des actions de la société Sonatrach en bourse, un peu comme Crédit Populaire qui a été mis en bourse, là, il n'y a pas longtemps. Ça choque personne.
Moi, je disais ça il y a 12 ans, mes chers compatriotes. Donc, je proposais de privatiser 10% de l'entreprise, mais uniquement, ça serait accessible, ces actions, uniquement à des actionnaires algériens, pas étrangers. Bah oui, patriotisme économique, n'est-ce pas? Qui auront, donc ces actionnaires algériens, qui auront des représentants au conseil d'administration de la Sonatrach. Bah oui, à partir du moment où vous avez des actions, vous pouvez choisir des représentants et eux siégeront au conseil d'administration avec les autres membres. Bah, comme ça, ils ne pourront pas magouiller tout seuls. Vous avez compris? L'objectif est de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, Sonatrach, de façon à prévenir les tentatives de corruption et de malversation. Ben oui, si vous n'avez pas des gens à l'intérieur de l'entreprise, comment voulez-vous savoir ce qui se passe? C'est pour ça qu'ils magouillent entre eux, binadhom, ma Total, ma Eni, etc. Deuxième garde-fou que j'ai proposé concerne la taille de l'entreprise. Vous savez que cette entreprise, elle est trop grande. Vous ne pouvez pas la contrôler. C'est un État dans l'État. Donc, si vous voulez éviter qu'il y ait de la corruption à répétition, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai dit, Sonatrach est un géant avec une taille disproportionnée. Et j'ai proposé donc de scinder la compagnie en deux, une entreprise pétrole, donc la division pétrole, et une entreprise gaz, une division gaz. Ben oui, il faut séparer les deux. Parce que vous imaginez Sonatrach, elle contrôle le gaz et le pétrole, ben évidemment que elle est à la croisée de tous les circuits de corruption, évidemment. C'est pour ça que le général Denis Favier, vice-président de Total, il fait pression sur la Sonatrach et il dit attendez contrat في الصحراء sinon نكشفكم. Sonatrach dit oui, oui, ok, mon général, on va vous donner un contrat, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez déjà eu 25 ans de gaz gratuit à TFT, 25 ans de pétrole gratuit à Berkine, mais allez, on va vous redonner. Au moins vous faites pas du chantage à l'Algérie. Donc, c'est pour ça que je proposais cette idée-là, de diviser la Sonatrach en deux. Sonatrach pétrole, Sonatrach gaz. Ça, c'est deux. Alors, ainsi, en divisant l'entreprise en deux, on crée deux entités différentes, avec deux managements différents. En procédant ainsi, on diminue le risque de corruption possible. Élémentaire, mon cher Watson. Je poursuis. Une des conséquences bénéfiques de cette stratégie est de faire en sorte que chaque entreprise développe davantage ses potentialités. Je cite un exemple. Est-il normal que la Sonatrach, qui exporte du pétrole brut, importe dans le même temps du carburant raffiné à destination des pompes à essence pour le consommateur algérien? Vous savez que l'Algérie, jusqu'à il y a quelques années, elle importait du pétrole raffiné pour les pompes à essence, jusqu'à 3-4 milliards de dollars par an. Ben oui, parce qu'il y avait une stratégie pour ne pas développer des raffineries en Algérie. Ben oui, parce que si on développe des raffineries en Algérie, on ne peut pas faire de la surfacturation à l'étranger. Ben oui, donc c'est mieux d'acheter du pétrole raffiné de l'étranger, comme ça on le surfacture, et ceux qui nous vendent ce pétrole raffiné, par exemple les Français comme Total, eh ben, c'est surfacturé. Total donne en contrepartie un certain pourcentage dans les banques suisses ou luxembourgeoises à des responsables de la Sonatrach ou là des hommes politiques algériens. Ben oui, ça a duré pendant 55 ans, je crois, cette histoire. Magnifique, hein? One, two, three, vive l'Algérie. Bon, bref. Et moi, j'ai dit, je réponds non, c'est pas normal que la Sonatrach, qui exporte du pétrole brut, importe dans le même temps du carburant raffiné. C'est pas normal, il faut. Et c'est pour ça que j'ai dit, je réponds non. Ainsi, un de mes engagements est de développer davantage l'activité raffinage, de façon à ne plus importer du carburant raffiné. Ben oui, à l'époque, j'étais candidat. Bon, en tout cas, j'avais essayé d'être candidat à la candidature. On m'a expliqué, ça, c'est une chasse gardée, mais qu'elle l'adore. Troisième garde-fou que j'ai proposé. Le troisième garde-fou concerne le management des deux nouvelles entreprises créées. Chacune d'elles, donc Sonatrach Pétrole et Sonatrach Gaz, chacune d'elles aura un conseil d'administration, c'est le cas aujourd'hui, et un conseil de surveillance, ce qui n'est toujours pas le cas 12 ans après ma proposition. Vous imaginez? En 12 ans, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, oui, allô? Qui va donner un conseil de surveillance intérieure? Qui va? Chabrit Chouf. Donc, j'avais dit un conseil de surveillance. D'ailleurs, j'ai refait cette proposition au président Abdelmajid Tebboune, donc j'attends toujours. Hein, vous savez. J'ai même proposé que le vice-président de Total, comme à Total, le vice-président de Sonatrach, comme chez Total, soit un général, pour contrôler, superviser tous les contrats de gaz et de pétrole. J'attends toujours, vous savez. Moi, je suis patient, hein. Je vous ai dit, je suis là pour 20 ans. Donc là, ça fait 12 ans que j'ai proposé cette idée. Anna al-waqt.
On a le temps. Donc j'ai dit, cette bicéphalité du management, c'est-à-dire conseil d'administration, conseil de surveillance, de ces entreprises contribuera elle aussi à réduire le risque de corruption. Bah, évidemment, aujourd'hui, il n'y a qu'un conseil d'administration. Il n'y a pas de conseil de surveillance pour contrôler, surveiller ce qu'il fait le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, il fait ce qu'il veut. Personne ne le contrôle. Qui va le contrôler? Je connais. Vous vous souvenez qu'en 2001, Shakib Khalil, il était ministre de l'énergie et en même temps président de la Sonatrach. Il contrôlait l'entreprise et contrôlait la dimension politique en étant ministre de l'énergie. Évidemment, la corruption a explosé. Ben oui, c'est ça l'Algérie. À l'époque, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ben oui, chef jazairi, راهي مع البطاطا العدس اللوبيا وحاشا اللي ما يستاهلش bien sûr. Heureusement qu'on est une élite. Et cette élite-là, ou bien l'harbatlek, ou bien le reste, et voilà, il faut qu'elle s'occupe de sa famille, elle a peur de perdre son boulot. Non, non, je comprends les difficultés, que les choses soient claires. Je mets un peu d'humour, un peu d'ironie, mais je comprends les difficultés, c'est pas évident. Alors, on continue? Où est-ce que j'en suis là? Warrani, Ma'ala. Vous savez, c'est dur, hein? C'est très très dur quand on voit la situation. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Voilà, on va. Ah oui. Donc, vous avez vu, première idée, j'avais dit, que 10% de la Sonatrach soit cotée en bourse, donc des actions réservées exclusivement aux Algériens. Donc, comme ça, au moins, on aura un représentant des actionnaires algériens au sein du conseil d'administration. Deuxième idée, qu'on développe, qu'on scinde l'entreprise en deux, l'entreprise Sonatrach en deux. Donc, d'une part, Sonatrach pétrole, Sonatrach gaz, et en plus, on va développer l'activité raffinage, parce qu'on importait du pétrole raffiné de l'étranger, notamment de France. Et troisième idée, c'était qu'on crée, en plus du conseil d'administration, un conseil de surveillance, donc de façon à contrôler tous les contrats de gaz et de pétrole qui étaient signés et préparés par le conseil d'administration. Bah, c'était concret, ça, non? Voilà, là on voit bien, je crois, là on voit mieux. Voilà. Vous imaginez, 26 juillet 2000... Ah non, on voit pas bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Et je disais, merci, j'attends vos remarques. Qu'en pensez-vous? Voilà. À l'époque, il y a eu très peu de gens s'intéressaient. Vous voyez, il y avait 97 commentaires et 9 partages. Voilà. Bon, on voit pas. Il y avait quand même un premier commentaire. Voilà, c'est exactement ce que l'FMI préconise pour anéantir l'économie des pays africains, saboter le secteur public par la privatisation et la filialisation. La division, on a connu et on a déjà donné. Laissez-nous en paix, on saura se relever. Voilà ce que disait Bahia Kébir. Elle est géniale, hein? Ben oui, nous on préfère la corruption plutôt que de donner 10% des actionnaires algériens. Incroyable. Vous avez imaginé, quand on sort une nouvelle idée en Algérie, on est tout de suite cassé. Voilà. C'est magnifique, non? Et bien finalement, on n'a rien fait. Et pareil, une autre, Katia Kartal. Non à la privatisation. Je souhaiterais le départ de toutes les entreprises étrangères du pays et exploiter le savoir-faire de nos ingénieurs. Former les ingénieurs, récupérer notre pétrole. Les revenus du pétrole algérien sont ou pas d'investissement au pays. On voit les pays étrangers profiter de notre pétrole et les cons de la Sonatrach ne savent même pas négocier. Apprenez de l'expérience des pays du Golfe avec les milliards, tatati tatata. Oui, bah la deuxième partie, je suis d'accord, évidemment, qu'il faut, il faut que la Sonatrach développe elle-même ses gisements. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait à Gassitwil à partir de 2007. Vous savez qu'en 2004, on a donné 80% donc à Repsol et à Gaz Natural. Après, on ne s'est pas entendu parce que les Espagnols n'avaient pas d'expérience. Ben oui, ils n'avaient pas d'expérience. Donc, les travaux ont mis 3 ans de retard. Donc, l'Algérie a dénoncé le contrat. Et finalement, aujourd'hui, c'est la Sonatrach qui contrôle Gassitwil. Ah oui, pourquoi on ne fait pas pareil dans tous les gisements? Il faut un problème pour qu'on Iftana est là ou commence à s'affirmer. Bon, bref, tout ça pour vous dire que depuis 2013, il ne s'est rien passé. Et les scandales sont à répétition. Ça ne me dérange pas, hein. Si vous préférez des scandales de corruption à répétition plutôt qu'essayer de proposer des solutions, ça ne me dérange pas. Vous savez, je suis un simple citoyen. Malish. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Khalou Sonatrach.
en proie à des scandales de répétition répétés. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi voulez-vous que ça me dérange? Ça ne me dérange pas du tout. Regardez, regardez Sonatrach. Sonatrach, la reine de la corruption. Regarde. SNC-Lavalin, entreprise canadienne. L'autre jour, hier et avant-hier, je vous ai parlé des scandales Total, Eni. Bah, il n'y a pas qu'Eni et Total, il y en a plein, regardez. 21 février 2013, SNC-Lavalin soupçonné de corruption en Algérie. Voilà. C'est ici, il y a marqué, voilà, 21 février 2013, c'est Radio-Canada. Ok? C'est pas Rachinekas qui le dit. Vous savez que Farid Bejaoui, dont je vous ai parlé, le neveu de l'ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères, vous savez qu'il a fait HEC Montréal, c'est une grande école, hautes études commerciales. Ben oui, c'est là où il a pris la corruption. Parce qu'on a beaucoup de talent. Shakib Khalil, il travaille à la Banque mondiale, mais il a appris la corruption là-bas. Outradour, il a fait l'école polytechnique d'Alger, ben, il apprend la corruption. Ben oui, vous savez, les compétences ne veulent pas dire patriotisme. Ça ne suffit pas les compétences. Il faut être compétent, patriote et avoir le sens des valeurs, avoir une éthique. Si vous n'avez pas les trois ensemble, ça ne vaut rien. Donc il y a trois critères pour quelqu'un à des postes de responsabilité. Compétence, patriotisme, c'est-à-dire défendre. Donc compétence, c'est-à-dire il sait de quoi il parle, dans le domaine où il a été placé. Patriotisme, c'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts de l'Algérie. Et avoir une éthique, c'est-à-dire il ne va pas voler. Si vous n'avez pas ces trois réunis, ce n'est pas la peine. Les Farid Bejaoui, Nassim Outradour, Shakib Khalil, Outradour, etc. sont des gens compétents, mais ne sont pas patriotes et n'ont pas le sens de l'éthique, n'ont pas de valeur. C'est pour ça que c'est la catastrophe. Donc, qu'est-ce que dit Radio-Canada? SNC-Lavalin, c'est une grande entreprise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un système de corruption donc, au Bangladesh avec des intermédiaires. Des intermédiaires. Écoutez ce qu'ils disent. Hein. Non, mais c'est drôle. Hein. Donc, selon le Globe and Mail, donc c'est un grand journal canadien, et puis Il Sole 24 Ore, donc c'est un quotidien italien, je ne parle pas italien, mais un tout petit peu espagnol, un consultant employé par SNC-Lavalin, Farid Bejaoui, tiens, le grand Farid Bejaoui, il est impliqué partout, lui, hein, au Canada, en Italie, à Hong Kong, partout. Là où il y a de la magouille, de la corruption, il est là. Ah oui, il a fait HEC Montréal. Donc c'est lui qui a conseillé tous les anciens ministres, présidents de la Sonatrach pour Harbo Draham. C'est la boîte noire. Lui et Nassim Outradour, c'est deux spécialistes de la corruption internationale. D'ailleurs, qui sont recherchés par les polices, Farid Bejaoui, condamné par la police italienne, par la justice italienne à Milan, et Nassim Outradour, condamné par l'Algérie, et il est en fuite des États-Unis. Ouais, parce qu'il est né à Boston, aux États-Unis. Lorsque Outradour était aux États-Unis. Et donc, Farid Bejaoui et Nassim Outradour, tous les deux ont un mandat d'arrêt international de l'Algérie, mais il n'est pas appliqué. Bah oui, on va pas arrêter la boîte noire quand même. Donc, Farid Bejaoui aurait aidé SNC-Lavalin à obtenir des contrats d'une valeur de près de et $1 milliard avec la Sonatrach. Allez, je vous laisse lire. Je vous ai parlé d'Eni italienne, ben maintenant je vous parle des Canadiens. Voilà. Farid Bejaoui, $1 milliard avec la Sonatrach. Voilà, Sonatrach. Voilà, Sonatrach. Vous arrivez à lire Sonatrach? $1 milliard avec la Sonatrach. $1 milliard avec la Sonatrach. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Société pétrolière algérienne. En échange de pots de vin non encore évalués. Ah oui, c'est pas évident, hein. Faut chercher l'argent, où est-ce qu'il a été envoyé, en Suisse, à Panama, ou Luxembourg, qui m'a Abdeslam Bouchareb. Ben oui. Ils sont très éduqués. Ce sont les autorités suisses qui enquêtent sur cette affaire depuis mai 2011 qui suspectent Farid Bejaoui d'avoir joué d'intermédiaire dans des paiements suspects de près de $200 millions provenant des diverses entreprises. SNC-Lavalin ferait partie du lot. Oh, les Canadiens. C'est beau le Canada, vous savez, c'est très joli. Mais également Saipem, j'en ai parlé, une importante compagnie de services pétroliers, filiale de Eni avec qui on vient de signer un magnifique contrat. Donc j'ai entendu apparemment ils vont investir $8 milliards en Algérie.
votre avis, il y aura des pots de vin ou pas? Ah, je ne sais pas. Allahu alam, hein. Non, ils sont propres et très propres. Donc voilà. Donc, il y a 2 semaines, des enquêteurs suisses, italiens et français ont fouillé à ce sujet l'appartement de M. Farid Bejaoui à Paris. Alors, il a des appartements partout. Il a 250 millions de dollars d'appartements, Farid Bejaoui. Plus un jet privé à Aspen aux États-Unis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque, en 2018, qui avait bien marché à l'époque. Ainsi que la banque suisse EFG. Waouh. SNC-Lavalin admet que Farid Bejaoui était lié à certaines entreprises qui avaient des contrats avec ses filiales. C'est bien ça. Voilà, masha'Allah. Hein. Donc, pendant la période 2000-2009, où les activités de SNC-Lavalin se sont intensifiées en Algérie, SNC-Lavalin a conclu plusieurs ententes avec Sonatrach, entre autres pour construire plusieurs usines et même un village pour des travailleurs pétroliers. SNC-Lavalin a reçu au moins 6 milliards de dollars en contrats algériens depuis 10 ans. 6 milliards, regardez. 6 milliards. C'est va y aller. SNC-Lavalin, en 10 ans, a obtenu 6 milliards de dollars de contrats grâce à qui? Le génie Farid Bejaoui, le neveu de l'ancien ministre, qui était un excellent ministre. Attention, on ne mélange pas les choses. Hein. Son Excellence Mohamed Bejaoui, excellent ministre de la Justice, excellent ministre des Affaires étrangères et excellent ambassadeur à Paris entre 1970 et 1979. Mais son neveu est un corrompu notoire international. Très doué. D'ailleurs, il n'a pas passé 1 minute en garde à vue ni en prison. Magnifique, non? Pourtant, il y a Interpol, un mandat d'arrêt et tout, mais... Il y a Interpol Algérie, donc les Algériens, mandat d'arrêt international, les Italiens, mandat international, mais il est tranquille. Personne ne le dérange. Il a 4 nationalités, française, algérienne, canadienne et libanaise. Oui, il a acheté la nationalité libanaise, comme Nassim Outrado, ils adorent. Ça s'achète, hein, vous savez, les nationalités. Bah oui, vous avez de l'argent, vous pouvez acheter n'importe quoi. Donc vous avez entendu? Et donc, grâce à Farid Bejaoui, le Canadien SNC-Lavalin a reçu 6 milliards de dollars en contrat algérien depuis 10 ans, donc entre 2000 et 2009. Le plus récent, 2009, donnait à SNC-Lavalin le mandat de concevoir et de construire une usine de traitement de gaz naturel dans le désert du Sahara pour 1,2 milliard de dollars. C'est un peu comme Eni, là, 1,3 milliard de dollars. Bah oui. Vous savez, c'est les mêmes recettes, hein. Ça ne bouge pas, il y a toujours des intermédiaires. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous entendez le mot contrat de gaz, contrat de pétrole, dites-vous qu'il y a des intermédiaires qui ont donné des sous. Ben voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas quoi vous dire pour que vous compreniez. L'ancien vice-président de SNC-Lavalin, Riyad Ben Issa, ça doit être un... je ne sais pas quoi, a été arrêté, emprisonné en Suisse en avril 2010. Il est depuis inculpé pour escroquerie, corruption et blanchiment d'argent en lien avec des affaires conclues en Afrique du Nord. Afrique du Nord, c'est qui? Algérie et Libye. C'est beau, hein? Wow. Et pareil, l'ex-président de SNC-Lavalin, Pierre Duhem, a été arrêté en novembre au Québec par l'unité permanente anticorruption. Ah oui, ça plaisante pas les Canadiens. Waouh. Masha'Allah. Ah oui, vous savez ce qu'a fait SNC-Lavalin? En Libye, cette fois-ci. Hein. SNC-Lavalin est soupçonné d'avoir versé 160 millions de dollars en pots de vin. 160 millions. Pas mal, 160 millions. La Saipem, la filiale de Eni, elle a donné 198 millions de dollars aux Algériens, Sonatrach, Shakir Khalil, etc. Donc 160 millions en pots de vin. Apparemment, c'est la norme. Hein. Voilà, c'est autour de 160 à 198 millions de pots de vin pour obtenir des contrats. Écoutez-moi bien, pour obtenir des contrats en Libye, dont une partie à Saadi Kadhafi, fils du dictateur déchu. À vrai dire, lui, il a eu 50 millions seulement. Le fils de Kadhafi a eu 50 millions. Donc alors, pour la norme, apparemment, c'est entre 50 et 60 millions quand on est fils de président. Vous vous en souvenez pour le contrat de gaz iranien, South Pars. Le fils du président iranien, donc Hashmi Rafsanjani, qui s'appelle Mehdi Rafsanjani, a eu 60 millions de dollars de pots de vin de total. 60 millions de dollars. Et là, le fils de Kadhafi, pour que la SNC-Lavalin, le Canadien, ait des contrats de pétrolier en Libye, a donné uniquement à son fils 50 millions de dollars. Voilà. C'est pas beaucoup, hein. 50 millions pour le fils de Kadhafi, 60 millions pour le fils de Rafsanjani en Iran.
C'est beau la politique et le pétrole. Ben voilà, si vous voulez que je vous dise. Voilà. Si vous voulez lire, SNC-Lavalin soupçonné de versement douteux à destination de l'Algérie, 21 novembre 2019, c'est le dernier là aussi. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ce dernier article? Parce que j'ai pas envie de vous embêter. Hein. Donc ça, c'est Algérie économique. Vous savez, moi, je voudrais vous dire que l'Algérie, c'est le pays le plus beau du monde, le moins corrompu au monde, que là, Sonatrach, c'est une entreprise formidable. Oui, bien sûr, en tant qu'Algérien, bien sûr, on est fiers de notre pays, de nos entreprises, mais le problème, c'est que partout il y a partout il y a du pétrole et du gaz, il y a de la corruption. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Farid Bejaoui, il avait des problèmes avec un des vice-présidents de SNC-Lavalin. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Maître Fermouche, je crois. Ah oui. Sami Bebaoui, donc un des responsables de SNC-Lavalin, aurait présenté Farid Bejaoui, un homme d'affaires algérien, diplômé de HEC Montréal, très proche des hautes sphères du pouvoir algérien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, ils disent que finalement, bah, au début, ils étaient copains, les deux là. Mais après, Bebaoui et Bejaoui se seraient querellés. En gros, ils se sont disputés pour un retour d'ascenseur en Chine qui n'est jamais venu. En gros, Tfahamo, bah, yaounou en Chine, parce qu'en Chine, c'est là où on cache l'argent de la corruption. Vous savez, à Hong Kong. J'avais été à Hong Kong avant d'aller en prison le 4 décembre 2019 en Algérie. Je vous avais dit, c'est là où ils cachent l'argent. Hong Kong et Macao. Donc apparemment, il devait avoir un retour d'ascenseur en Chine et Bebaoui, Bejaoui, bah, Matfahmo, Dabzo. Et c'est comme ça que le scandale a été révélé, parce que l'un a balancé l'autre. Donc la thèse de la corruption en Algérie est également appuyée par le témoignage de l'ancien cadre de SNC-Lavalin, Riyad Ben Issa, au procès de Bebaoui. Ben oui, c'est là où il a avoué devant un tribunal canadien, oui, nous avons donné de l'argent à des représentants algériens de la Sonatrach et des hommes politiques algériens. C'est pas moi qui le dis, hein, regardez. Hein. C'est journal québécois, journal de Montréal, plus ça a été repris par Algérie économique. C'est pas Rachid Nekas qui dit, attention. Hein. Ben, là, qu'on fait un mot. Hein. Waouh. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Ben Issa, donc un des vice-présidents de SNC-Lavalin, a affirmé que Sami Bebaoui l'aurait convoqué au Caire, en Égypte, à la fin des années 90. Il lui aurait alors dit vouloir instaurer en Libye un système de corruption similaire à celui déjà existant en Algérie pour SNC-Lavalin. C'est pas magnifique, ça? Comme ils ont vu que le système de corruption mis en place en Algérie avec la Sonatrach, faire des Bejaoui marchait très bien, il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, on va faire la même chose dans les Libye. Narfou la fait, on sait les circuits par lesquels il faut passer pour redonner des pots de vin. C'est pas beau, ça? C'est génial, non? Ce système était basé sur le versement de bonus secrets pour les cadres, selon Riyad Ben Issa. Les pots de vin ont commencé à être versés en Libye peu de temps après cette rencontre, a conclu le général de Montréal. Le journal de Montréal. Aïe, 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 le patriotisme économique. Eh, vive la Sonatrach, hein? Ouais, on est devenus les rois de la corruption mondiale. Ouais. On fait de la corruption avec tout le monde, nous. Hein? Les chrétiens, les juifs, les musulmans, on n'a aucun problème. Hein? Les chinois, les bouddhistes. Voilà. Alors, 17 avril 2023, des hauts responsables du secteur de l'énergie condamnés en appel en Algérie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore des condamnations. Puis, alors je vous rappelle que la Sonatrach, on n'a rien touché. Hein. C'est la même structure de gouvernance. Hein. Rien n'a changé. Alors qu'est-ce qui se passe? La Cour d'appel d'Alger a confirmé dimanche les peines prononcées contre un ex-ministre de l'énergie. Waouh! Et d'anciens patrons de la Sonatrach pour corruption. A rapporté l'agence officielle APS. C'est l'agence officielle algérienne qui le dit. Hein. Nourdine Bouterfa, ancien ministre de l'énergie. Il est de Sonatrach, de Khanchla, mais je tiens à saluer Nes Khanchla, barakallahu fikoum, واش درتو في février 2019 معايا وقفتوا معايا ويعطيكم الصحة.
C'est pas parce que Wahad Sakh que Khanchla, c'est les hommes, Targaz, masha'Allah. Donc, alors, pour la petite histoire, Nourdin Boutelfa, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme, hein, vous savez qu'il était président de la Sonalgaz pendant longtemps. Et lui, il a été formé à l'Institut du pétrole d'Alger, l'Institut algérien du pétrole, de Boumerdès, pardon, de Boumerdès. L'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. La grande école. Je vais en parler dans quelques minutes. Bah, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Tandis que les anciens PDG du groupe Sonatrach, donc il était ministre de l'énergie, hein, comme Chakib Khalil. Hein. Donc vous imaginez, Chakib Khalil, ministre de l'énergie, condamné. Nourdin Boutelfa, ministre de l'énergie, condamné. Youssef Yousfi, ministre de l'énergie, condamné. Ça fait beaucoup quand même, non? Plus les anciens PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumedou Qadour, que vous connaissez, et Mohamed Meziane, celui qui a ouvert le fameux compte entreprise aux îles Vierges britanniques en 89, vous vous souvenez? Sonatrach Petroleum, 89. Khabba 5 milliards de dollars. Il n'est pas tout seul, vous avez compris. Donc alors, Qadour et Mohamed Meziane ont été condamnés respectivement à 10 ans et 5 ans de prison ferme. Vous vous souvenez, Mohamed Meziane est devenu après, entre 2003 et 2010, président de la Sonatrach. Et Qadour est devenu président de la Sonatrach 2017-2019. Pas moi qui le dis, hein, c'est l'APS. Donc vous imaginez, c'est un nœud de vipère de corruption, la Sonatrach. Et rien n'a changé, hein. Rien n'a changé, rien. Un troisième PDG de la Sonatrach. Ça fait beaucoup, hein. Abdelhamid Zerguine. C'était quand lui? Zerguine. On prend nos notes, hein. Alors Abdelhamid Zerguine, président de la Sonatrach 2011-2014. Regardez. Abdelhamid Zerguine, président de la Sonatrach 2011-2014. Donc vous imaginez, donc si on fait la liste, hein, donc nous avons Mohamed Meziane, président de la Sonatrach 2003-2010. Juste une année après, c'est Abdelhamid Zerguine qui le remplace, 2011-2014. Tous les deux condamnés pour corruption. Après, on saute 3 ans. On arrive à Abdelmoumedou Qadour 2017-2019. Donc en clair, de 2003 à 2019, donc pendant 17 ans, on a 3 présidents de la Sonatrach condamnés pour corruption et emprisonnés pour corruption. Oucham Jazari, normal, Adi. Ça ne l'intéresse pas. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème, non? Au niveau de la gouvernance de la Sonatrach. Elle est infestée de corruption. Infestée. Donc, alors, le troisième PDG condamné pour corruption, Abdelhamid Zerguine, a bénéficié lui aussi d'une réduction de peine. Ah, il a eu un cadeau. Écopant de 2 ans de prison avec sursis. C'est bien. Sursis, c'est-à-dire qu'il ne va pas en prison. Après avoir été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme. Alors, je pense qu'il est âgé, donc ils l'ont laissé un peu tranquille. Et je vous rappelle que la Sonatrach, c'est ce que dit l'APS. Donc l'Algérie dépend à 90% de ses hydrocarbures. La puissance Sonatrach est un acteur incontournable de la vie économique. Voilà. Donc ça, c'est l'APS qui dit ça, c'est pas Rachid Nekaz. On continue 20 mai 2024. 20 mai 2024. 20 mai 2024, Algérie Focus. Justice, une peine de 20 ans de prison ferme prononcée contre Chakib Khalil, ministre de l'énergie et ancien président de la Sonatrach en 2001. C'est pas beau ça? 20 ans. Vous savez qu'il était venu à Ain Imran dans ma ville et le pouvoir algérien était en train de le préparer pour prendre la place de Bouteflika. Et moi, j'ai mobilisé la population de Ain Imran pour qu'ils khabdjouh min le-jama' ta Ain Imran. Eh oui. Grâce à la population Khabdjou. Parce qu'il est rentré le Jama' avec ses chaussures. Hachakouma, oui, il a cru qu'il était dans un café. Il n'a pas compris que quand on rentre dans une mosquée, ben on enlève ses chaussures. Ben oui, ben je l'ai fait expulser pacifiquement grâce à la population de Ain Imran. Eh oui. Il voulait le mettre président, un mec corrompu. Voilà, il a pris 20 ans. Spécialiste de la corruption mondiale, lui aussi. Alors, pour information, le pôle pénal économique et financier du tribunal Sidi Mohamed a condamné donc jeudi 20 mai 2024 l'ancien ministre Chakib Khalil à une peine de 20 ans de prison ferme. Et le juge a prononcé la confirmation du mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ancien ministre, poursuivi pour des faits liés à la pratique de la corruption. Alors, il est aux États-Unis, hein, mais il n'y a personne qui l'embête. Hein. Pas d'arrestation, au cas de Wallo.
D'ailleurs, on n'en parle plus. Hein. هذا mandat d'arrêt aux États-Unis, personne l'embête. Farid Bejaoui, mandat d'arrêt international, personne l'embête. Nassim Ouaddadoul, mandat d'arrêt international, personne l'embête. Et vous croyez que moi, je vais continuer à poursuivre ces gens-là? Vous savez, tous ces gens-là, je les ai poursuivis. Hein. J'ai même été devant la maison Terroir à Washington. Le chap Jezer, il m'a la belle. Il a d'autres chats à fouetter, le peuple algérien, n'est-ce pas? Ben voilà, donc son attraque. Ah, encore, oh là là, affaire son attraque. La Cour suprême rejette les pourvois en cassation. 16 janvier 2024. Voilà. Donc ils sont condamnés définitivement. Pourquoi j'ai imprimé ça? Sûrement, il doit avoir une raison. Ah oui, bah oui. Donc, alors, tous ces gens-là ont été condamnés. Donc, je vous ai dit, Chakib Khalil, Outkabdour, Abdelhamid Zerkin, Mohamed Mzian, Nourdin Boutarfa. Mais qu'est-ce qui est... Ça, c'est un article de la Patrie News. Voilà, Patrie News. Et qu'est-ce qu'il dit? À la fin, dans le même dossier, la Cour a acquitté toutes les sociétés étrangères accusées dans cette affaire. À savoir SNC Lavalin, Petrovic, Saipem et JGC Petroleum. C'est pas beau ça. Hein? Regardez, ils ont été acquittés les entreprises. Oui, parce que la justice algérienne, il n'y a pas de problème. Un Algérien, il n'y a pas de problème. Elle le condamne pour corruption, Dakhlou l'habs, ça y est, Dakhlou l'habs. Ah, la facette Dakhlou l'habs. Mais les entreprises étrangères, non, les entreprises étrangères, on touche pas. Regardez, toutes ces entreprises ont été acquittées. C'est pas beau ça? SNC Lavalin, vous savez très bien que SNC Lavalin, c'est une entreprise hyper corrompue. Regardez, hyper corrompue. Mais non, elle a été acquittée en Algérie, regardez, elle a été acquittée. Regardez, SNC Lavalin, acquittée. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Patrie News. 16 janvier 2024. Regardez. Voilà, 16 janvier 2024. Voilà. Donc nous, à vrai dire, avec les Algériens, le système judiciaire, il est impitoyable. Voilà. Un ministre ou un responsable condamné pour corruption, il roh al-habs. Mais une entreprise condamnée pour corruption, non, on va la laisser tranquille. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on fasse voter une loi qui interdise à toute entreprise condamnée pour corruption d'avoir des contrats avec l'Algérie. Bah oui, c'est normal, non? Il faut être cohérent, non? Il faut être cohérent. Bon, si j'ai dit. Ah, vous savez, maintenant je vais vous faire sourire. 24 février 2013, quand il y a eu les premiers scandales de corruption en Italie, au Canada, etc. Vous savez ce qu'a dit notre ami, c'est moi, comment il s'appelle? Abdelhamid Zerguine, qui a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Là. C'est lui. C'est lui, Abdelhamid Zerguine, qui était, je vous rappelle, président de la Sonatrach entre 2011 et 2014. Ok? Regardez ce qu'il a dit. Corruption en Algérie. Sonatrach condamne des agissements individuels. Bah oui. Voyons, nous, on est propres, nous. Il a été condamné en 2023 à 2 ans de prison, mais en 2013, Galec, nous, on condamne des agissements individuels, voyons. La Sonatrach n'est pas corrompue. Wesh. La compagnie pétrolière nationale Sonatrach, au cœur d'un scandale de corruption lié à des contrats avec des firmes italiennes et canadiennes, a condamné dimanche des agissements individuels. Galec, les scandales que nous avons enregistrés sont malheureux. Nous condamnons des agissements individuels, a déclaré le PDG de la Sonatrach, Abdelhamid Zerguine, à la radio publique francophone algérienne. Galec, nous essaierons de les combattre à l'avenir avec la plus grande vigueur. Waouh! Le groupe Sonatrach est secoué par un scandale portant sur des pots de vin qui auraient été versés par le géant italien Eni à des responsables algériens pour obtenir des contrats. Mais non, Eni ne fait pas de corruption, voyons. Waouh! Alors, moi, je dirais que le président de la Sonatrach à l'époque, que ces scandales n'ont pas eu d'impact sur les activités du groupe pétrolier. Bah oui. Précisant que les recettes des exportations pétrolières de l'Algérie se sont établies à 72 milliards de dollars en 2012. Waouh! Masha'Allah. Bah oui, 72 milliards de dollars, c'est pas grave. Quelques millions qu'on cache par là ou qu'on cache par-ci. C'est pas grave.
ورا المشكل كاين الخير ياه كاين الخير 72 مليار 72 مليار دولار الله يبارك. Ah oui, le président Abdelaziz Bouteflika à l'époque, il s'est dit révolté par les scandales de corruption qui touchent la gestion de Sonatrach, affirmant ne pas pouvoir les passer sous silence. Ah oui. Et pourtant, en 2024, la CIPEM, SNC Lavalin, Petrovic, JLC Petroleum ont été acquittés par la justice algérienne, regardez. Bon. Ah oui, le ministre de l'énergie, Youssef Yousfi, qui a été en prison après, hein, parce qu'il est devenu Premier ministre aussi, avait prévenu mercredi, donc en 2013, qu'il serait inflexible envers toute personne impliquée dans les affaires de corruption au sein de la Sonatrach. Eh, ils ont un sacré culot, les responsables politiques algériens. Eh, ils sont forts. Hein. Galek, inflexible. Alors, Abdelhamid Zerguin, Galek, c'est des agissements individuels. Le président, Galek, je me sens révolté. Ou Youssef Yousfi, ministre de l'énergie, futur Premier ministre, Galek, je serai inflexible. Ah oui, qui va فساد في الجزائر ما كاش منها هذه حنا مسلمين حنا جزائريين حنا ولاد الشهداء ربي يرحمهم محمد زبانة العربي بن مهيدي حسيبة بن بوعلي واش فكاع. Le parquet d'Alger avait ordonné le 10 février, donc 10 février 2013, l'ouverture d'une enquête sur une éventuelle affaire de corruption liée à des contrats entre Eni et Sonatrach, après l'ouverture d'une enquête sur la même affaire par le parquet de Milan. Bah oui, nous, نتبعوا. Milan, ils ouvrent une enquête, حنا Alger, زعما نفتحوا تحقيق, c'est normal. Bon, bref, tout ça pour vous dire, ça va pas. Bon, alors, je vais vous rassurer un petit peu. Il n'y a pas que la Sonatrach, il y a des scandales financiers. Regardez, je vous ai parlé hier de l'Indonésie, qui est le premier pays à avoir institué les contrats de partage de production en 1966. Et à l'époque, l'Indonésie, qui avait beaucoup de pétrole, comme aujourd'hui l'Algérie, avait institué ce système. Le principe était suivant, 65% pour la compagnie indonésienne de pétrole, qui s'appelle Pertamina, et 35% pour les entreprises étrangères. Nous, on est généreux, c'est 51-49. Les Indonésiens, c'est 65-35. Mais, entre-temps, les puits de pétrole se sont épuisés. Ben oui. Nous, l'Algérie, nous, on n'anticipe pas que ça va s'épuiser, qu'on aura des problèmes. Et donc, à l'époque, c'était un grand producteur de pétrole. L'Indonésie, maintenant, il est obligé d'importer une partie de son pétrole. Mais nous non, 1, 2, 3, vive l'Algérie, il n'y a pas de vision, on n'anticipe rien, on ne se dit pas qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Là, non, ben non, l'Indonésie, ça a baissé. Ça a baissé. Et eux aussi sont secoués par un énorme scandale de corruption, 12 milliards de dollars de pertes. Et vous savez, voilà, les dirigeants de la Sonatrach indonésienne, donc Pertamina, voilà, et le peuple est en colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Regardez, le peuple est en colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Il y a 9 dirigeants qui ont été arrêtés. 9. C'est beaucoup, hein? Scandale de corruption de 12 milliards de dollars. Regardez, 12 milliards de dollars. Oui, ça touche tout le monde. Que l'argent, ça rend fou, l'argent. Ça rend fou. Et c'est récent, là, hein? Ça date de février. Eh oui. 9 suspects. Waouh. C'est lié à des importations de pétrole. Bah oui, ils ont surfacturé les importations de pétrole raffiné entre 2018 et 2023. Vous imaginez? C'est ce qu'on faisait, nous, pendant 50 ans. Pendant 55 ans, on a importé du pétrole raffiné, donc surfacturé, et puis voilà. Ah oui, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, hein, les responsables politiques et de la Sonatrach. Bah oui, 2, 3 ou 5 000 euros par mois, alors qu'il y a 72 milliards de dollars qui rentrent. Chaque année, hein, ils peuvent prendre un petit peu, ça ne va pas faire de mal. Bon, oui, regardez, il y a 13 pages. 13 pages de scandale. Scandale de la Société d'énergie publique indonésienne. Voilà, c'est une revue dans le Diplomate. Eh oui.
La mafia du gaz et du pétrole. Bah, nous aussi, on a une mafia du gaz et du pétrole. Donc ça, cet article date du 11 mars 2025, ça fait pas longtemps, vous pouvez le lire. Bref, vous avez vu, j'essaie d'équilibrer. Il n'y a pas que l'Algérie qui a des problèmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cet article? Écoutez-moi bien. Tout d'abord, nous avons besoin d'un rappel rapide sur l'histoire du pétrole en Indonésie. L'Indonésie était un pays très riche en pétrole, comme l'Algérie aujourd'hui. Une grande partie de la croissance économique de l'Indonésie dans les années 70, par exemple, a été tirée en partie par les exportations de pétrole, comme nous aujourd'hui avec le gaz et le pétrole. Et Pertamina, qui est l'équivalent de la Sonatrach en Indonésie, a été l'acteur central de l'exploration, le développement et l'exportation des ressources pétrolières de l'Indonésie pendant des décennies, comme la Sonatrach. En conséquence, Pertamina a un pouvoir immense au sein de l'économie politique en Indonésie, comme la Sonatrach. Par exemple, Pertamina a un monopole presque total sur les ventes au détail d'essence. Il y a quelques entreprises privées sur le marché, mais elles ne sont pour la plupart que dans les grandes villes et sont rares. Pour la majorité des Indonésiens, s'ils ont besoin d'essence, ils n'ont qu'un seul choix, qui est d'obtenir à partir d'une station Pertamina, Kimalium Naftal. L'autre chose à savoir est que l'Indonésie n'est plus aussi riche en pétrole qu'elle l'était autrefois, comme la Sonatrach dans les prochaines années. Comme les réserves de pétrole se sont épuisées au fil des ans et que la demande intérieure a augmenté, comme en Algérie aujourd'hui, vous savez que 30% du gaz que nous sortons du Sahara est consommé en interne, vous le savez. Il y a que 60, en gros, il y a 30% qui est consommé en interne, 30% qui est remis dans les gisements pour pas qu'il s'épuise trop rapidement et 30% que nous exportons. Donc, comme les réserves de pétrole se sont épuisées au fil des ans et que la demande interne a augmenté, l'Indonésie est devenue un importateur net de pétrole. Vous avez vu? Celui qui n'a pas de vision à long terme, il faut étudier le cas indonésien. Il exportait beaucoup de pétrole, c'est ce qui a permis de développer l'économie de l'Indonésie, mais maintenant, il faut importer du pétrole. Et c'est ce qui va nous arriver dans 10, 20, 30 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la catastrophe. Mais nous, 1, 2, 3, viva l'Algérie! Yeah. Il dit qu'il y a un khir في البلاد. Ben non, les choses changent. Rien n'est durable. Même فرعون وطاح. ما قلل البترول والغاز على الجزائر. Alors, le gouvernement n'aime pas compter sur les importations, car cela signifie qu'ils ont moins de contrôle sur la chaîne d'approvisionnement et le prix. C'est en fait un objectif du gouvernement passé et actuel d'augmenter la capacité des raffineries locales afin de renforcer la sécurité énergétique. Pour cette raison, Pertamina est nécessaire pour s'approvisionner en pétrole brut et en carburant localement. Voilà. Et le problème, c'est que quand ils ont été obligés d'importer du pétrole raffiné de l'étranger, les responsables de la compagnie indonésienne Pertamina, ils ont surfacturé. Et pendant 5 ans, ça a représenté 12 milliards de dollars de corruption. Ouais, nous, ça va, nous c'est 5 milliards par an, des centaines de millions de temps en temps, 2 milliards, 1 milliard, 3 milliards. On est gentils. Donc, vous avez vu? Donc, si ça vous intéresse de lire, n'hésitez pas. Donc, la mafia du gaz et du pétrole, elle est partout. C'est comme ça. Mais ça n'a pas empêché les Indonésiens. Ils sont prévoyants, les Indonésiens. Comme ils ont vu qu'il y a de moins en moins d'argent, ils se sont dit, on ne va pas laisser des compagnies étrangères explorer et exploiter les gisements de pétrole en Indonésie. Ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont racheté une entreprise de services pétroliers. Et c'est une entreprise française. Regardez comment elle s'appelle. Morel & Prom. Morel & Prom. Et donc, l'Indonésie a acheté. Voilà, ça évite de donner Battle 35%, 49% à Eni ou la Total ou la n'importe qui. Non, ils ont racheté une entreprise. Cette entreprise française que vous connaissez très peu. Et ils ont lancé une OPA, c'était en 2016. Et ils ont pris possession de 72,65% de cette entreprise de façon à ne pas donner comme ça gratuitement à Eni, Total, British Petroleum 35 ou 49% des pétroles de Jakarta. Oui, ils sont intelligents eux. Là non, on préfère donner à British Petroleum, Gaz de France, Eni, rien.
Pourquoi on n'achète pas, nous, une entreprise de services pétroliers? Au moins, elle va faire les recherches, elle va faire l'exploration et l'exploitation. Pourquoi on ne fait pas pareil? Vous savez qu'en 2007, allez, pour la petite histoire, en 2007, l'Algérie, en tout cas c'était dans le journal El Mundo espagnol, avait pensé racheter l'entreprise espagnole de services pétroliers qui s'appelle Cepsa. Eh oui, c'était une très bonne idée. C'était pas cher. 11 milliards de dollars, il y avait beaucoup d'argent à l'époque. Finalement, non, c'est tombé à l'eau. Ils ont dit qu'on va pas donner 11 milliards de dollars pour Cepsa. C'est qui va mettre l'argent aux îles Vierges britanniques? Comment on va mettre de l'argent à Hong Kong, à Macao, en Suisse, ou à Abdeslam Mouchareb? Il faut bien qu'il cache, il khabbi chouet de raham fi Suisse, fi Panama, fi Luxembourg. Donc ils ont laissé tomber. Et finalement, qui a acheté Cepsa, l'entreprise espagnole de services pétroliers? Devinez qui? Allez, devinez. C'est les Émirats Arabes Unis. Eh oui. Sonatrach, ça ne l'intéresse pas de dépenser de l'argent. Ça ne l'intéresse même pas d'avoir la majorité dans les gisements à Adrar ou à Argan, ou à Hassimouina. Hassimouina, on n'a que 25%. Argan, on a 40%. Et Adrar, on a 35%. Même ça, Sonatrach, ça ne l'intéresse pas d'avoir la majorité. Alors, si vous imaginez que Sonatrach va dépenser 11 milliards pour acheter une entreprise Cepsa, pour éviter ensuite de partager la production, les revenus des gisements de pétrole ou de gaz, même pas en rêve, comme disent les jeunes, hein, même pas en rêve. Voilà, mais les Indonésiens, ils sont plus intelligents que nous. Eux, ils ont acheté. Ils ont acheté, vous pouvez vérifier, hein, ils ont acheté Morel et Prom. Voilà, une très ancienne entreprise qui a fait son business au Gabon, en Tanzanie, au Sénégal. Ben oui. Pourtant, je crois que l'Algérie est... C'est qui est plus proche de la France? L'Algérie ou l'Indonésie? Vous imaginez les Indonésiens, ils sont dans le Pacifique là-bas. Ils se sont dit, voilà, ils sont intelligents. Ils se sont dit, oh là là, là on a des problèmes. Il faut qu'on arrête de partager la production et les revenus des gisements de pétrole avec les étrangers. Mieux vaut acheter une entreprise qui va nous aider à faire les recherches, explorer et exploiter plutôt que de donner 35 ou 49% à des étrangers. Et voilà, ils ont été intelligents. Ils ont acheté 72% de cette entreprise. C'est pas beau, ça? C'est beau, c'est pas beau. Et ça leur a coûté pas grand-chose, hein, 797 millions d'euros. Voilà. Regardez. C'était la première OPA indonésienne à la Bourse de Paris. Pertamina, la compagnie pétrolière détenue par Jakarta, donc Indonésie, s'apprête à lancer une offre publique d'achat sur Morel et Prom, une petite société française du même métier, principal groupe indonésien, tout secteur confondu. Pertamina espère ainsi récupérer à bon prix quelques gisements intéressants, surtout en Afrique, alors que ses propres réserves déclinent. L'opération annoncée lundi 1er août 2016 valorise l'entreprise entre 797 millions et 892 millions d'euros hors dette. C'est pas beau, ça? On est tellement intelligents. Rien qu'Eni, rien que Beatrice Petroleum, rien que Total. Et puis les médias algériens sont contents. Hein? Oh ouais, Eni va investir tant. Ah, Total va investir tant. Faisons comme les Indonésiens, c'est des musulmans. Ils ont connu l'âge d'or du pétrole dans les années 70. C'est les premiers qui ont mis en place les contrats avec partage de production. On est tellement intelligents. Ben... Bon, je vais finir avec une note. Je sais que j'ai été long aujourd'hui, mais la râle. Patriotisme oblige, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais on a des ingénieurs, on a les gens qualifiés à la Sonatrach. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous citer ce qu'a dit en 2020 un docteur algérien qui s'appelle docteur Omar Chaalel, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, une très belle tribune parue dans le journal patriotique. Vraiment très, très belle tribune. Alors, pour ne pas écorcher son nom, voilà, docteur Omar Chaalel. Normalement, c'est ça, docteur Omar Chaalel. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui, il a connu l'âge d'or de la Sonatrach. Il a fait que ça pour le magnifique tribune. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en 1971, l'Institut algérien du pétrole, cycle long de Boumerdès,
est né. Dans notre histoire de l'éducation, nous notons les premiers ingénieurs au monde en spécialité gaz naturel liquéfié sont sortis en 1976 de l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Vous vous rendez compte? Les premiers ingénieurs en gaz naturel liquéfié. Et aujourd'hui, il faut que la Sonatrach signe un contrat avec l'université de Eni en Italie pour former nos ingénieurs taouana, alors qu'on était les premiers au monde en 1976, premier au monde. Aujourd'hui, le Qatar, c'est devenu le premier exportateur de GNL. Je continue. Les célèbres professeurs dans le domaine du gaz, professeur Maddox de l'université d'Oklahoma, professeur Peck de IGT Illinois Chicago, ont enseigné dans ce lieu. J'en ai la chair de poule, vous savez, quand je lis ça. Boumerdès était un centre d'excellence. La fierté et l'orgueil algérien. Inutile de vous dire que les meilleurs techniciens au monde dans le domaine des hydrocarbures sont sortis de Boumerdès. Aïe, 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 aïe. Et aujourd'hui, chez Galek, 50 ans après la nationalisation du pétrole, le pétrole et le gaz traversent la Méditerranée sans interruption. Que dites-vous si j'affirme que les réserves de gaz naturel et d'eau potable en Algérie sont inconnues? Ces deux fluides indispensables pour la vie vont continuer à couler pour une période indéterminée. Alors, bien sûr, je vous ai fait un résumé d'une longue tribune, mais il parle des magouilles qu'il y a avec une entreprise qui s'appelle Lord Energy, dont les patrons sont des copains de Tradour, et qui parlait de 270 000 barils de jour qui se baladaient en Australie. Bon, bref, je vous laisse le soin de lire cette tribune, elle fait mal au cœur. Donc vous imaginez, on avait des grands professeurs américains qui enseignaient à l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès, et aujourd'hui, Sonatrach est content d'avoir signé un contrat de 3 ans, pour que nos ingénieurs aillent à l'université d'Eni pour être formés. Mais quelle déflagration! Mais quelle déflagration! Mais quelle déflagration! Boumerdès était le centre de dignité, la fierté, l'orgueil algérien. C'est pas moi qui le dis. C'est un ancien des pétroles algériens. Je continue? Ou là vous avez mal à la tête? Alors qu'est-ce qu'il dit d'autre? Notre docteur algérien. De 2001 à 2009, Chakib Khalil vide la Sonatrach de ses cadres les plus compétents. La plupart de ces cadres sont sortis avec une retraite anticipée, tranche d'âge 45-55 ans. Oui, il les a virés. Allez, dégage. Regardez ce qu'a fait Chakib Khalil. 45-55, allez, retraite anticipée. On n'a plus besoin d'ingénieurs à la Sonatrach. Incroyable, hein? Vrai, c'est beau ou c'est pas beau? Une partie de ces cadres s'est dirigée vers le Moyen-Orient. Certains ont rejoint les postes de consultants dans des compagnies pétrolières étrangères exerçant en Algérie. Le Visus 200 a permis aux compagnies étrangères d'avoir le beurre et l'argent du beurre chez nous. Le beurre et l'argent du beurre chez nous. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Vous avez vu le sabotage qu'il y a eu en Algérie? Et au final, voilà, pour résumer, article de Farid Alilette, 15 janvier 2018 de Jeune Afrique. Sonatrach, 4000 cadres ont quitté l'entreprise en 8 ans. 4000 cadres ont quitté l'Algérie en 8 ans. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Au Qatar, en Amérique ou en Asie, les anciens cadres de la première entreprise algérienne peuvent espérer multiplier leur salaire par 5. Ils sont nombreux à ne pas avoir hésité. Une saignée, pire, une hémorragie, selon des chiffres de Sonatrach, des chiffres officiels de la Sonatrach de 2018. Plus de 4000 ingénieurs, techniciens et hauts cadres ont quitté le groupe entre 2008 et 2016. C'est énorme, s'exclame Outradour quand il prend connaissance des chiffres de cet exode. Parce qu'Outradour, il était corrompu, mais il était honnête par rapport à la réalité de la Sonatrach.
Ensuite, il a fait des choix qui sont évidemment contestables. Mais ça, on peut en discuter. Le départ de ces ingénieurs est une perte irremplaçable, tant il faut des années et des moyens colossaux pour former des ingénieurs, des techniciens et des foreurs. Si certains ont fait valoir leur droit à la retraite anticipée avant 60 ans, une grande partie ont décidé de vendre leurs compétences aux multinationales présentes en Afrique, dans le Golfe, en Amérique ou en Asie. Pas moins de 2000 anciens salariés de Sonatrach sont partis travailler au Qatar et aux Émirats. Certains sont d'anciens cadres de BRC, une joint venture anglo-américaine dissoute en juillet 2007 après un scandale de surfacturation, j'en ai beaucoup parlé à l'époque. Des compétences qui se mettent souvent au service de concurrents directs. Un membre du top management de Sonatrach nous confie que parmi les délégations étrangères qui viennent prospecter ou négocier des contrats en Algérie, figurent souvent d'ex-dirigeants ou cadres de la compagnie nationale. Vous avez entendu? Un membre du top management de Sonatrach nous confie que parmi les délégations étrangères, c'est-à-dire qui travaillent pour Total, ou là pour Eni, ou là pour British Petroleum, qui viennent prospecter ou négocier des contrats en Algérie, donc dans ces délégations, il y a des ex-dirigeants ou cadres de la compagnie Sonatrach. Ben oui, ils sont au courant de tout. Ben, ils leur disent, ben oui, il faut investir là. Ben oui, ils sont au courant que là, il y a du pétrole, là, il y a du gaz. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on leur donne 49%. C'est beau ou c'est pas beau? Un chef de projet qui quitte notre groupe pour une firme qatari ou émirati peut toucher plus de 10 000 $ par mois contre 2 000 $ en Algérie, soupire un proche du président de Sonatrach. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou bien on laisse tous nos ingénieurs, nos médecins, les informaticiens partir chaque année. Et dans ce cas-là, évidemment, on est obligé de signer avec Total, Eni, British Petroleum, ExxonMobil. Eh bien, on les paye plus cher. Voilà, on les paye. Il faut qu'on paye nos ingénieurs au même salaire qu'aux Émirats, au Qatar. Parce que c'est fini le patriotisme économique. Le wataniya, c'est fini. هذه بكري هذه في وقت بومدين دوكا سي خلصني نقعد ما تخلصنيش نروح. Donc voilà, c'est un choix. On pourrait dire que c'est un choix cornélien, mais on n'a pas le choix. Moi, je préfère payer nos ingénieurs algériens au même prix que les ingénieurs au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite, plutôt que de donner 49% à Eni, ou 49% à Total, ou 49% à SNC-Lavalin, etc. Il faut choisir, hein. Voilà, au choix, à vous de décider, les décideurs algériens. Pour l'instant, apparemment, vous préférez laisser partir nos ingénieurs, qui m'a notre ami Chakib Khalil, il les a envoyés à la retraite à 45 ans, 40-55 ans. Apparemment, l'Algérie ne voulait plus d'ingénieurs. C'est comme aujourd'hui, l'Algérie ne veut plus de médecins, ne veut plus d'informaticiens. Et voilà, on les laisse partir, on les laisse partir. Vous n'avez pas remarqué, on ne les retient pas. Hein. On ne retient pas les médecins, on ne veut pas les payer plus cher. On ne retient pas les ingénieurs, on ne veut pas les payer plus cher. On ne retient pas les informaticiens, on ne veut pas les payer plus cher. On préfère qu'ils partent. Les informaticiens, on veut qu'ils partent à Silicon Valley. Les médecins qui partent en France et les ingénieurs pétroliers dans les pays du Golfe. Apparemment, il y a une stratégie. Voilà, ça s'appelle stratégie de sabotage de l'industrie pétrolière algérienne et des hôpitaux algériens. Voilà, ça a commencé avec Chakib Khalil. Ben voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. 1h52. C'était comme ça, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que j'ai pu apporter des preuves de tout ce que j'avançais. Et si vous avez des critiques, n'hésitez pas. Hein. Marhaba bikoum. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y a des membres de la 5e colonne qui disent « Oui, tu connais rien, tu connais rien. » Bah oui, mais apportez-moi les preuves que je connais rien. Apportez les preuves que ce que je dis est faux. Et si vous continuez à penser que c'est faux, bah, portez plainte contre moi, tout simplement. Voilà, barakallahu fikoum, yattakoum saha. Tahiyya al-Jazair. Allah yahfazkoum.